jamais. Pied où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e 4. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans High Kick dans tes films préf. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ce genre d'émission, ça fait ultra plaisir. Et bien évidemment, comme à l'accoutumée, mon pote Seb m'accompagnera tout au long de cet épisode. Alors déjà, comment vas-tu mon cher Seb ? Et bonsoir, bonjour tout le monde. Bah, écoute, ça va super bien. Je suis content d'être là. Et puis en plus, on a un super invité. Je pense qu'on a le représentant national pour ce réalisateur. Donc on va s'abreuver de son savoir et on va passer un bon moment, je pense. Et puis on va un peu débattre. Ça va être cool. Totalement. Et alors, juste avant de présenter l'invité, bon, vous l'avez vu bien évidemment là à l'écran, mais aussi sur la pochette YouTube ou la pochette podcastique. On va répéter un peu le concept des trois films préf. C'est notre invité a choisi trois films, trois de ses films préf. Et là, pour le coup, il y a un thème. Le thème, c'est Albert Pyun. Et qui de mieux que Arthur Corras pour nous parler de Albert Pyun. Comment vas-tu, Arthur ? Salut Jason, salut Seb. Bah, écoutez, merci d'abord pour l'invitation, très sympa de votre part. Et Grand plaisir. comment je vais? Je vais très bien. Je vous remercie. Alors attention, je te reprends Jason parce que tes Oula. trois films préférés, Kickboxer 2 n'est pas un de mes films préférés d'Albert Pyun. Et Je on vais va en avec débattre. vous, Ouais. avec plaisir. Par contre, Kickboxer 4, oui, mais Cyborg bien évidemment. Mais Ouais, on va en alors, parler je de Kickboxer 2 fais un- parce qu'on a eu un petit débat. On a eu un petit débat avec C'est- Seb ce matin sur Kickboxer 2. C'est pas tout à fait en fait une émission trois films préf, c'est simplement je vais remettre un peu dans le contexte que les auditeurs sont habitués aux trois films préf, mais c'est surtout en fait l'idée, c'est on s'est dit on prend une thématique, on prend la thématique Albert Pyun et on a parlé pas mal en off avec Arthur où on se dit c'est quoi ces films les plus martiaux, on va dire, où il y a le plus d'arts martiaux dedans, et on a sélectionné 6 films, donc on vous le dit tout de suite, ça sera une émission en 2 parties. On a cette première partie où on va traiter de 3 de ces films. Et il y aura une deuxième émission qui arrivera plus tard où on en parlera de 3 autres. Et le but, c'est d'analyser un peu ça. Et l'idée, c'est qu'il y a un peu de débat parce qu'en fait, Kickboxer 4, on l'a un peu allumé. Cyborg, on n'est pas toujours très dithyrambique, mais on les a revus. Kickboxer 2, c'est toi, Arthur, comme tu as dit, qui est pas trop fan. Donc l'idée, c'est un peu d'échanger puis de débattre un peu là-dessus. Ça va être une émission intéressante. Vas-y, Jazz. Et ben, avant de commencer les débats, peux-tu te présenter, mon cher Arthur ? Bah écoute, moi je m'appelle Arthur, donc Arthur Corras. Vous m'avez connu par le biais des bonus, je pense, sur les éditions OSC de Van Damme. J'en avais fait un notamment sur la carrière d'Albert Pyun, sur l'édition de Cyborg, qui est ici. Regardez, j'ai sorti toute ma petite collection Ah là là, incroyable. magnifique. La Magnifique. VHS Box Cyborg. Bon, après, il était sorti comme ça à la base en France. Bon, j'ai tout, hein, je vais faire le guide parce que Cyborg, c'est un peu un film de cœur pour moi, depuis que je suis gamin, tu vois. Mais donc, juste pour finir, donc, je fais des bonus pour ESC, entre autres choses, puisque je travaille dans l'audiovisuel, je suis intermittent. Je fais pas mal de reportages, de bonus. Je travaille aussi pas mal dans le milieu des arts martiaux et sports de combat. Je fais des trailers, des suivis de combattants, des portraits, des reportages, des backstage. J'ai déjà fait un documentaire sur le MMA aussi, hein, qui est sorti en 2010 en France. C'était un des tout premiers. Et là, je suis en train d'en réaliser un autre depuis des années, en fait, qui s'appelle Thanatos MMA. Le premier s'appelait Toutes les forces. Mm. Et puis voilà, je fais d'autres choses. J'ai réalisé 2 courts-métrages également. À chaque fois, dans les 2, d'ailleurs, il y a des scènes de combat. Et écoutez, voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Et d'ailleurs, dans un de tes courts-métrages, on a une belle référence à Cyborg. Oui, dans le dernier que j'ai fait, qui s'appelle Point Zéro, je dis toujours, si j'avais jamais vu Cyborg de ma vie, je pense pas que je l'aurais fait. Non pas que j'ai voulu rendre hommage, mais c'est que j'ai toujours aimé les films post-apo, parce que j'étais fan de Ken le Survivant quand j'étais petit, je le suis d'ailleurs toujours, du manga comme de l'animé. Et quand je suis tombé sur Cyborg avec mes potes, quand on avait peut-être 10-11 ans,
pour nous, c'était une espèce de Ken le survivant officieux, tu vois. Ouais. Un petit peu. Et bien sûr, Mad Max 2, les films australiens, ça revient souvent parce que tu as ce climat délétère post-apo. Même dans un Razorback, tu vois, ça sent un peu le post-apo. Ouais, bien Oh sûr. oui. part. Oh oui. Et les arts martiaux, ouais, tu vois, c'est poisseux, c'est sale. Et ce que j'aime bien dans le post-apo, c'est le post-apo notamment australien et ceux de Pune, c'est que c'est pas du post-apo propre, c'est du post-apo crado, glauque, qui s'inspire beaucoup, en tout cas pour Pune, de l'exploitation italienne. Donc Ouais, pour ceux qui savent c'est vrai. pas, c'est les débordements, par exemple, tu as les westerns américains qui sont très classe, très carrés. Donc on va dire la référence John Wayne, Clint Eastwood. Enfin, Clint Eastwood encore, qu'il a donc travaillé avec aussi les Italiens. Et après, tu as les westerns italiens qui sont beaucoup plus poisseux, réalistes, dans le sens où les gens sont crado, déjà ils sont sales. Et Ouais. les Italiens, ils adoraient appeler des Américains connus, par exemple Henry Fonda. On le fait venir, on lui fait jouer un vrai fils de pute. Tu vois. Ouais, Ils adoraient ouais, faire ouais, ça. carrément. Ouais. Voilà. Et ça, tu retrouves. Et il y a beaucoup de sadisme aussi dans les westerns italiens, parce que les Italiens, quand ils étaient à leur apogée du cinéma de genre, donc on va dire jusqu'aux années 80, jusqu'aux années 80, ouais, la violence était vraiment poussée très loin, que ce soit dans les giallo à la Mario Bava, Dario Argento, et dans les films un peu atypiques qui sont pas vraiment des giallo, les films de zombies de Lucio Fulci, qui avait Ouais. fait des westerns aussi d'ailleurs, qui étaient très bien, comme Ah Le oui. Temps du Massacre. Tu vois, tu avais des tortures à coups de fouet, ça allait très loin en fait. Et ça, c'était le versant passage des films américains. Et ça, j'ai toujours aimé chez Albert Pyun, c'est qu'en fait, il est fan d'exploitation italienne, et tu retrouves ça dans son cinéma d'une manière un peu différente qu'est la sienne, mais en tout cas, c'est présent, tu vois. Donc bref, tout ça, je sais pas pourquoi je pars Le tout avec un budget directement très là-dessus. serré, quoi. Non, mais c'est intéressant Ouais. parce que ça fera le lien avec le côté artisan et le côté gestion d'un budget très serré, en fait. Oui, c'est sûr, parce que c'est un des nerfs c'est un des piliers du cinéma de Pyun, c'est un de ses fonctionnements, c'est, tiens, il travaillait jamais avec des gros budgets, sauf très rares exceptions à ses débuts, c'était pas des très gros budgets, de toute façon, c'était quand Non, même non. des budgets modestes déjà. Et avant Ouais. de parler, même si on a bien entamé Cyborg, quel est alors déjà ton rapport avec les arts martiaux? Les arts martiaux, depuis que je suis tout petit, j'aime ça, tu vois? Tous mes amis en pratiquaient ou au moins étaient fans. Mmh. J'avais un de mes meilleurs amis qui faisait du karaté, mon meilleur ami, il a fait du kickboxing à ses 11 ans. Moi, j'ai pas eu le droit, en fait, donc j'étais assez frustré. Mmh. J'ai eu le droit de toucher aux arts martiaux à mes 14-15 ans, parce que j'ai pu un peu rouler dans la farine de mes parents en montrant des films de Steven Seagal. Ouais, vous voyez, en fait, ils tapent pas vraiment les mecs, parfois c'est des clés et tout, donc on fait Ouais. pas mal. Donc j'ai eu le Meilleur droit, exemple, tranquillo. meilleur exemple. Bon, j'avais pas montré Justice Ouais, Sauvage, qui hein, fait j'avais jamais mal, montré. Steven Seagal. Non. J'avais pas montré Justice Sauvage, j'avais montré bien sûr le début de Nico, hein, parce que sinon Oui, ils oui. m'auraient pas laissé, Bah oui, tant qu'à aller faire. là-bas, quoi. Et donc voilà, j'ai fait un peu d'aïkido, j'ai fait un peu de Yosekan Budo aussi, qui est une espèce de mélange de plein d'arts martiaux. Tu vois, à chaque cours, tu apprends une discipline. Tu vois, par exemple, le lundi, ça va être la boxe anglaise. Le mercredi, ça va être le judo, ainsi de suite. Tu vois, donc c'était assez plaisant. Et ensuite, à mon arrivée à Paris au début 2000, j'étais fan de MMA déjà parce que j'avais la cassette UFC 2 qui est sortie en France Ah ouais. en 94, je crois. Ouais, il y a une Ah oui. cassette qui est sortie, tu vois. D'ailleurs, au début, je croyais que c'était un film, je captais Il y avait rien, tu vois, déjà je Gracie comprenais dans pas en fait. UFC 2 ou pas du tout? C'était l'événement, mais je pensais que c'était un film et je me disais. Ouais, bien sûr, il a gagné l'UFC 2. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Il a fait 4 combats dans la soirée et il a plié tout le monde. Et, C'est le cas de le dire. et en fait, ouais, ça me fascinait. Ouais, ouais, ça me fascinait. J'avais un ami qui avait enregistré les autres UFC. En fait, moi, j'étais j'étais fasciné par le combat au sol parce que quand t'en fais pas, tu comprends pas du tout ce qui se passe. Tu croirais que soit c'est bloqué ou soit tu comprends pas à un moment donné pourquoi ça s'arrête parce que tu as un mec qui gueule. Et du coup, quand je suis arrivé à Paris, il y avait la Brazilian Top Team France qui avait ouverte en 2004, si ma mémoire est bonne. Et je me suis inscrit. Au début, je voulais faire Muay Thai et grappling. En fait, j'ai vu que le grappling, c'était extrêmement complexe. J'étais rincé déjà et je me suis dit déjà, je vais avancer en grappling, puis après, on verra. En fait, je suis resté en grappling. J'ai jamais fait de pied-point, tu vois. D'accord, Voilà. ok. Et ton rapport avec les films d'arts martiaux, de toute façon, je pense que c'est tout petit parce que tu nous parlais de Cyborg que tu avais vu vers 11 ans. Mhm.
Donc en fait, ton rapport, par quel acteur t'as commencé à regarder les films de... Quelle est ta porte d'entrée en fait? Ouais, c'est difficile de faire le tri parce que mais je dirais Bruce Lee, tu vois? Je dirais Bruce Lee parce que ouais, autant, aussi loin que je me souvienne, c'est La Fureur du Dragon et Ouais, Opération Dragon, que je regardais beaucoup, pareil avec les mêmes amis, tu vois? Et après ça a enclenché avec Van Damme, ouais, donc tout le début de la Van Damme mania, tu vois? Même Black Eagle, Full Contact, Bloodsport, ouais, ouais. tous en fait, hein, coup pour coup, on les aimait tous, Double Impact, on les regardait tous et après en fait, j'aimais bien aussi que vous citez dans vos podcasts d'ailleurs régulièrement, j'aimais bien aussi les fils illégitimes de Jean-Claude Van Damme, tu vois? Au Vidéo Club. Moi j'appelle ça les The Substitute. Voilà, c'est C'est les ça, Vendems de exactement. substitution. J'avais l'impression à chaque fois. Alors vous inquiétez pas, auditeurs. Seb est parti, il va revenir. Voilà, je pense qu'il a un problème de connexion, mais il va rapidement revenir. Non, Euh, je pense qu'il s'emmerde, hein. Ouais, qu'est-ce que tu veux? ouais, bah, je crois totalement. Bah, en plus, Albert Pune, il aime pas trop, donc c'est vrai que là. Ah le salaud, le salaud. Non, mais pour le coup, je suis d'accord avec toi et je suis content qu'on puisse en parler. Bah, voilà, j'en profite. Moi, je t'ai connu en 2020 avec les bonus de Cyborg, Ah oui, donc fin OK. 2020. Et donc, en fait, pour la petite histoire, et on va tout de suite passer sur Cyborg, mais moi, pour la petite histoire, Cyborg, en fait, mon frère j'aimais beaucoup les arts martiaux à l'époque, les films d'arts martiaux, donc il m'a fait aimer Van Damme. Il m'a acheté les VHS et un jour, on est en 2001, j'arrive à la maison et je lui dis, c'était à la sortie de l'école, je viens le voir dans sa chambre, je lui dis, purée, j'ai marqué un super but sur FIFA, il faut que je te montre, je l'ai sauvegardé. Et lui il me dit, mais regarde dans ta chambre, il y a quelque chose pour toi. Je vais dans la chambre et là je vois la VHS de Cyborg et ça a été un traumatisme Tu parce que m'étonnes. je crois que je l'ai regardé. J'ai tellement été fan du film que j'ai dû le regarder, je sais pas, une vingtaine de fois en un mois parce que c'était vraiment, pour moi, c'était assez spectaculaire. Et puis mon frère m'avait mis vraiment dans l'ambiance en disant, oui, Van Damme a blessé un acteur pendant le film. Enfin, Ah, il vraiment, pour moi, savait ça c'était. ton frangin? Ouais, Il ouais, ouais, savait ouais. ça déjà ton Il frangin? savait, il savait ça parce qu'en fait, au départ, j'étais persuadé que c'était Karate Tiger. Et en fait, il m'avait dit non, 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 c'est Cyborg. Et il me parlait de Cyborg depuis que j'étais gamin, quoi. Je devais avoir 5 ans. Il me disait, tu vas voir, un jour, on regardera Cyborg ensemble. Et même, il était passé sur TF1 en première partie de soirée, un dimanche soir. Et j'avais vu la bande-annonce où Van Damme met son couteau dans les dents, entre les dents. Et là, je me disais, waouh, ça a l'air incroyable. Et en Non, fait, juste pour dire, ouais, donc tu ouais. avais vu la bande-annonce de Cyborg, c'est quand même énorme de se dire que Cyborg, ça passait en prime time à C'était l'époque. passé en prime. Et alors, attends, moi j'ai un souvenir Merde, pour attends, te dire. excuse-moi, Non, mais pas de souci. pardon. Pour te dire, je me souviens encore du T7 jours avec Van Damme qui montre l'affiche que l'on voit qui est sortie en VHS sur MGM ou en DVD, où Van Damme montre son biceps. Et alors à l'époque, il n'y avait pas encore les interdictions. Mmh. Mais il y avait les points de violence. Et je me souviens, il y avait 2 points de violence pour Cyborg. Et j'étais allé voir ma mère en disant, waouh, regarde, il y a Van Damme, tout ça. Et ma mère a dit, ouais, mais t'as vu, il est trop musclé et tout ça. Puis c'est pas un film pour toi. Mais comment dire, le midi, l'après-midi, en fait, il disait le film du dimanche soir et on voyait la bande-annonce de Cyborg. Et j'avais été marqué par ça en me disant, waouh, un jour je verrai ce film-là. Et pour le traumatisme, en fait, c'est Vincent Klein. Ah bah Traumatisme ouais, de non Vincent mais Klein, qui, tout le monde, hein. ouais, où j'ai flippé pendant des années. Et pendant des années, je n'ai pas revu Cyborg parce que j'avais peur. Et donc, OK, bon, donc voilà, ouais, traumatisme, Fender traumatisme Tremolo. ouais, de Fender Tremolo. Et donc, là, maintenant, ça va être ton tour. Parce que, donc après, moi, j'ai une autre histoire avec Cyborg, mais je te laisse. Et puis, on écoutera aussi l'avis de Seb qui l'a vu un peu plus tard, le Cyborg. Et donc, vas-y, Arthur. Déjà, Bah, de quoi parle Cyborg? alors Cyborg, ça parle de quoi? Ça parle d'un héros solitaire qui va convoyer, on va dire, qui va aider une cyborg à arriver au dernier point scientifique qui existe sur Terre, parce qu'en fait, elle a les données en elle qui vont permettre d'endiguer la peste qui a ravagé le monde. Mais face à lui, il y a Fender et ses pirates cannibales
qui eux adorent que ce soit la dévastation sur le monde, puisqu'ils peuvent le contrôler, et bien sûr, ils veulent choper la cyborg et aller au centre pour tout détruire, en fait. Mm. Et il se trouve que Fender, c'est l'homme qui a assassiné, massacré la famille de Gibson, donc, qui est joué par Jean-Claude Van Damme. Donc il y a un double enjeu, en fait, pour le personnage de Van Damme, c'est sauver l'humanité, on va dire, et bien évidemment la vengeance, comme dans tout bon western spaghetti qui se respecte. Moi, j'ai une question. C'est pourquoi, enfin, tu nous as un peu expliqué Cyborg parce que c'était un rapport avec comment dire, Ken le survivant. Mais pourquoi Cyborg et pas un autre Van Damme? Ah, c'est vraiment ça, hein. Parce que moi, tu sais, quand je te dis que je suis fan de Ken Survivant, je te le dis pas en Ouais. l'air. Je suis, bah regarde, là, Ouais. tu vois, j'ai même pas fait gaffe. Tu C'est vois, incroyable. pour le plus grand plaisir de ma femme, tu vois, Ouais. j'ai 4-5 t-shirts de Ken Survivant. Alors, je mets pas que ça, je vous C'est rassure. ironique, évidemment. Je mets pas que ça. Ah ouais, Grandis non, un non, peu, non, il y en a Arthur, marre. grandis, arrête de mettre des t-shirts Ah non, d'adolescents. non, non, je suis resté bloqué là-dessus. Puis là, ça va pas se voir, mais par là, tu as un cube, une étagère où tu as tous les mangas. De l'autre côté, Alors, attends. il y a Quelle tout version as-tu de série Kuto no télé. Ken? C'est ça qui m'intéresse, parce qu'il y a des versions très recherchées. Est-ce que tu as la grosse de J'ai la version Kazé? Deluxe. La Deluxe de Oui, Kazé? c'est ça. Ah, elle est magnifique. Oui, oui. Ouais, ouais, j'ai eu beaucoup de mal à l'avoir parce qu'à l'époque, déjà, elle était Elle vaut difficile à un choper. Il bras, me je te manquait le dis. le tome 10, Ouais. un truc comme ça. Et j'ai quand même 1 ou 2 volumes aussi, tels qu'ils sont parus à l'époque, les petits, parce Ah, qu'ils j'ai sont lu. ouais, ils sont Ouais, complètement c'est en noir ouais. et blanc, Ah tu ouais. vois? Et j'aime pas quand ils font des rééditions avec de la colorimétrie dégueulasse orange, Mm. ça me plaît pas. Donc j'en ai gardé quelques-uns, tu vois, en noir et blanc, c'est pour dire. Et puis j'ai aussi un artwork qui vient du Japon, qui est magnifique, tu vois, avec plein d'illustrations de Tetsuo Hara, tout. Et j'ai aussi le film avec Gary Daniels, sur lequel je ne crache pas, figurez-vous. J'ai On n'a l'édition, pas trop craché d'ailleurs. dessus non plus. Hein. Non, on n'a pas trop craché. Non. Non, On a mais été plutôt gentil. ouais. Oh, on a été super sympa, Non, moi, je mais trouve. Ouais, ouais. ouais. C'est un film respectable, je trouve, parce qu'on est encore, tu vois, dans l'histoire de j'ai pas beaucoup de budget, mais tu sens que les mecs mettent toute leur boîte, toute leur énergie. On n'est pas là juste pour pointer, puis c'est bon, on s'en fout, de toute façon, qu'est-ce qu'on aurait pu faire, etc. Non, tu sens que tout le monde est motivé. Et Daniels, déjà, j'aimais bien le film à la base quand je l'avais découvert en cassette, en location, quand il était sorti. Et Daniels, tu vois, il a eu encore un peu plus de mon estime quand j'ai vu le long making-of d'1 h 30, si je me souviens bien, sur l'édition anglaise du DVD que j'ai, bien évidemment, Ok. et où tu le vois, en fait, il est à fond, tu vois, il est à fond. Mais ça se voit. C'est un making-of japonais, tu vois, parce que c'est une coproduction japonaise, et les Japonais ils ont délégué une équipe sur le tournage. D'ailleurs, il y a une actrice japonaise, etc., comme ça ne vous aura pas échappé, qui Ouais. joue Julia. Et donc, tu vois que Daniels, il est à fond dedans, il est fan du manga, il adore Ken, et il fait son mieux. Alors, c'est pas un grand acteur de composition, Gary Daniels, mais en tout cas, il est, voilà, il est investi, tu Ouais, vois. c'est celui qui sort du lot pour moi dans le film. Ouais, complètement. Surtout qu'en plus, Gary Ouais, j'aime bien, Daniels quoi. vient d'une formation à la base de... C'est un pratiquant kung-fu. Donc, dans l'esprit du personnage de Ken, le survivant, qui est un ersatz de Bruce Lee, bah pour le coup, c'était un bon candidat, techniquement, sur le papier, parce qu'il pratiquait du kung-fu. Sauf que dans le film, on lui demande pas vraiment de faire du kung-fu, quoi. On lui demande de faire une espèce de Jean-Claude Van Damme bis. Et c'est peut-être ça qui pose un peu problème, mais franchement, martialement, il est fou, quand même. C'est un acteur fou. Ouais. Ça colle effectivement avec Hokuto no Ken, parce que l'art martial de Ken, c'est un art martial chinois, c'est pas un art martial japonais. Ouais, Il est complètement. geek, et tu vois que la pratique de Daniels au niveau kung-fu, entre guillemets, bon, c'est un peu vulgarisé ce que je dis, mais tu la vois un peu quand justement il fait les 100 attaques de Tsubo, tu vois, sur le mec, tu vois, très Tu rapidement, ne ça le fait un sais peu déjà. kung-fu. Enfin, tu ne sais pas, mais tu es déjà mort. Déjà mort. Exactement. Je peux lire dans tes pensées et tout ça. Et j'aime bien aussi Costas Mandylor dans le film, qui représente très bien quelque chose qui est très présent dans l'animé et dans le manga, c'est le côté androgyne de certains personnages. Il a un Ah, petit par contre, là, on lui a mis une balle. Il est un petit peu en surjeu, Costa. Il est en compétition. Ah ouais, vous lui avez mis Ah une ouais. balle. Ah, j'avais pas Ah ouais, compris. oh non, on a mis une balle à Il est Costa en Mandylor. compétition On a avec, descendu avec un certain. avec Chris Penn. Avec Chris Penn, c'est celui qui va le plus surjouer dans le jeu, quoi. Dans le film, quoi. Ouais, Chris Penn, je pense qu'il était un peu hors contrôle. Et Mandylor, moi je l'aime bien, hein. Je trouve il colle avec Shin.
Bon, enfin. Ouais, ouais, Après, ouais. encore une fois, moi, si tu veux, je fais pas la leçon. C'est comme pour Albert Pyun, je ferai jamais la Ouais. leçon aux gens parce Non. que j'ai bien conscience qu'on parle pas, par exemple, des films de James Cameron. Mais Tu oui. vois, Ouais, j'ai non, bien non, c'est sûr. conscience. Je suis d'accord. Donc, Mm, quand tu rentres dans l'exploitation, dans le cinéma bis mm, d'exploitation, comme c'est le cas de North Star, c'est un bis, mm. c'est-à-dire une petite série B, ou le film de Pyun, tu sais très bien en fait que ça va toucher, ça va être subjectif, tu vois, Ouais. et tu vas pas pouvoir dire, attends, moi ça m'a touché, donc logiquement ça va toucher la majorité des gens. Ouais, Ah t'es non, plus c'est pas tolérant, toi, possible, du coup, pour le tu coup. vois. Ouais, ok. Mais Non, je... c'est juste que, tu vois, et tu vois, par exemple, là, vous deux, vous aimez Mm. beaucoup Kickboxer 2, moi je passe à côté, mais après, c'est pas un bis pour le coup, c'est plus un film, il est sorti au cinéma, tu vois, t'aurais pas vu Kickboxer 4 sortir au cinéma, parce que Non, non. justement, c'est bis, Mm. et ça se permet des choses que Kickboxer 2 ne peut pas se permettre, tu Forcément. vois. Ouais. Enfin bon. Mais je suis d'accord avec toi et je fais une relation avec Cyborg. Moi, je l'ai regardé à 3 étapes de ma vie. J'ai regardé première fois quand j'étais petit. Il y a eu quand j'étais un peu plus adulte et je commençais en fait à regarder pas mal de nanars. Mais j'avais pas encore un peu le background du cinéma post-apo italien. Et donc, en fait, quand tu regardes Cyborg, tu regardes les Miséroïdes et tout ça, enfin des inconnus, tu fais la relation et tu fais ah ouais, bon, ok. Et quand je l'ai vu un peu plus adulte, adulte, hein, et j'avais un peu le background du cinéma italien post-apo, c'est Mmh. vraiment là où j'ai vraiment apprécié à sa juste valeur Cyborg. Mmh. Parce que, et on en parlait avec Seb, et d'ailleurs je vais donner la main à Seb sur sa version de Cyborg, mais je trouve qu'en fait, c'est un film sombre, qui a pas forcément un happy end, et encore plus dans le director's cut, où l'happy end est complètement foutu. Et si tu te dis, finalement, Gibson, il a fait ça pour rien. Et juste pour obtenir, il a juste obtenu sa vengeance, mais sinon, le monde va mal aller quand même. Et je trouve que Cyborg montre vraiment même s'il est remonté ou autre, mais montre vraiment comment dire, l'aspect Albert Pyun qu'on va découvrir après un peu dans tous ses autres films en fait. Ouais, c'est un film phare. Ouais, c'est ça, ouais. Effectivement, Ouais, ouais. c'est le film. C'est ça qui est un peu triste pour lui parce que, bon, moi j'adore Cyborg, vous aurez compris, Mm. mais lui, il aime pas ce film. Et il a jamais capté comment le film avait pu avoir du Oui, succès et continuer à plaire aux gens dans le temps. Il a jamais capté ça, en fait. mais personne n'a aimé le film parce que Van Damme, il aime pas non plus Cyborg. Alors, je sais pas s'il l'aime Euh, pas. Moi, je pense que c'est l'histoire de la blessure qui l'a ouais, complètement échaudé. ouais. Après, le tournage était dur, mais bon, il en aura fait d'autres durs, hein. Sur Oui, Ringo oui. Lam, c'était connu, il en a bavé des ronds de chapeau, genre In Hell, c'était Ouais. son tournage le plus dur. Mais je pense pas que ce soit parce qu'il trouve le film médiocre, tu vois. Je pense pas. Je pense que c'est plus l'histoire du couteau dans l'œil, Ouais, ouais. sur lequel on reviendra quand on parlera peut-être de la partie combat arts martiaux. Mm. Mais sinon, il n'en parle pas. Tu vois, il y a une espèce d'omerta, c'est un peu comme, sur un autre film qui n'a rien à voir dans sa carrière, c'est L'Empreinte de la mort. Oui. Il n'en parle jamais. Il n'a pas fait la promo, il C'est n'en vrai. parle pas. Donc, on peut que imaginer ce qui s'est passé. Là, je pense que c'est pas une histoire de blessure, c'est une histoire de déception, sur le fait que ça devait être Ringo Lam qui devait réaliser le film, qui a été, renvoyé. Donc on ne sait pas exactement pourquoi, différence artistique, mais c'est le producteur qui prend la place. Donc Ouais. tu peux te poser plein de questions si tu veux, mais en tout cas, Van Damme, il a été vraiment touché par ça parce que au fond de ta carrière, Ouais. tu as une seule personne qui te fait briller, c'est Ringo Lam, qui lui-même n'est pas un cinéaste de grand public. Mm. Et même ça explose, tu l'as plus, tu vois. Mais bon, ça, là, là, je commence à partir. Faut pas me laisser faire ça, les gars. Non, mais il n'y a pas de souci. T'inquiète pas. Donc bref, Cyborg. Ouais. Seb. Et n'oublie pas qu'on est dans un podcast où on aime bien digresser. Tant que c'est de la digression maîtrisée, il n'y a pas de stress. Donc là-dessus, pas de problème. Moi, mon rapport avec Cyborg, il est un peu contrarié parce qu'en fait, moi, c'est un film que j'ai jamais voulu voir en fait étant petit parce qu'en fait, il était trop exotique pour moi. Quand je dis petit, j'avais 7-8 ans, quoi, hein, quand j'ai découvert Van Damme. Moi, j'ai commencé Van Damme avec les films de tournoi, donc j'ai enchaîné les Bloodsport, Kickboxer, Full Contact. Il fallait qu'il y ait des arts martiaux, il fallait qu'il y ait des nouveaux adversaires. Et Cyborg faisait pour le coup trop SF et j'étais pas encore trop ouvert à la SF à cet âge-là. Et en fait, il y a eu beaucoup d'occasions manquées, ce qui fait que je l'ai revu que très tardivement.
pour la première fois. Et j'ai dû le revoir, je pense qu'il y a peut-être à l'occasion, je vais pas me mentir, hein, dans mes souvenirs les plus proches, je pense que j'ai dû le revoir, j'ai dû le voir pour la première fois quand j'ai acheté le coffret ESC avec les 5 Van Damme dedans. Et ce que je peux dire, c'est que c'est un film en fait qui se bonifie en fait à chaque revisionnage. J'arrive pas à l'expliquer en fait. La première fois, j'ai dit oui, ok, ça va, c'est pas si pire en fait. Et puis en fait, à force de le revoir, je vois un peu plus les petites intentions, je vois un peu où est-ce que voulait aller le réalisateur, etc. Et puis finalement, c'est un film que je commence à quand même plutôt apprécier, même si, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont pas dans le film. Il y a pas mal de choses qui sont pas cohérentes. La mission du cyborg, elle laisse un scientifique au début, puis en fait, c'est le même acteur à la fin, donc tu te demandes, mais c'est quoi l'intérêt du coup de te voir à un point A et puis de te retrouver à un point B alors que tu aurais pu partir ensemble et il n'y aurait pas eu de film, tu vas me dire en même temps. Mais il y a des petites choses comme ça qui font que tu sens que dans le remontage, qui est là le montage pour nous en tout cas, et qui est pas la version de Pune, il y a des petites choses un peu ratées, mais au final, on en a un peu discuté en off avec Jazz mais on en parlera peut-être de cette version Director's Cut. Je trouve qu'il a quand même, dans le montage, il a quand même gardé l'esprit en fait du film sans le côté très nihiliste de la fin qu'on a dans le Director's Cut et pas dans la version originale. Mais au final, c'est un film qui est vraiment agréable à regarder. Il y a des scènes quand même vachement iconiques. Je pense notamment à la scène où Van Damme est en grand écart au-dessus de Rolf Mueller. Oui, la faute est faite exprès pour ceux qui sont initiés. Hein. Voilà, vous regarderez le générique, vous comprendrez. Le générique du film, hein, bien sûr. Et non, il y a des choses vraiment cool. Après, je trouve que c'est peut-être un des meilleurs rôles, si ce n'est le meilleur rôle d'un certain Monsieur Klein, qui pour le coup, je le trouve bon dans le film, même si il crie un peu trop dans le combat final. Je me dis que c'est un peu, voilà, il a pas besoin d'autant crier. J'ai l'impression qu'il est, je sais pas, il est incontrôlable. Ça fait un peu bizarre dans le surjeu. Ça expliquera plein de choses dans ces films qui arriveront plus tard, parce que finalement, il jouera un peu plus comme ça que ce côté un peu très retenu en fait dans le film. En fait, c'est bien qu'il parle pas beaucoup en fait, parce qu'il déjà par sa prestance physique en fait il fait passer beaucoup de choses, donc il a pas besoin de beaucoup trop parler en fait, puisqu'il, comme tu disais Jazz tout à l'heure, il inspire déjà pas mal la peur déjà dans ce qu'il dégage naturellement, donc de le faire surjouer plus qu'il n'en faut, il n'y avait pas besoin, et puis en plus il le fait pas très très bien, donc quand il est mutique, moi ça me va bien. Donc voilà, c'était juste mon rapport, mais c'est un film finalement que j'apprécie au fur et à mesure du temps, et que je trouve que pour le coup il est vraiment intéressant. Ouais, mais alors, juste une chose, Vincent Klein ne parle pas beaucoup dans la version cinéma, il parle un peu plus dans la version Director's Cut, et d'ailleurs, il balance des insultes à tout va, et je le trouve même très intéressant dans la version Director's Cut, puisque, en fait, il a un rôle très très important, un peu plus important que dans la version cinéma, et en plus, on ressent encore plus la peur. Puisque la scène du début, quand le capitaine, c'est Start, je crois, ou Stark, je sais plus, amène le cyborg et au final se fait tuer par Fender, j'ai vraiment, là, quand j'ai regardé le Director's Cut, j'ai encore plus ressenti la peur quand je vois Fender arriver. Et je me mets à la place de la victime, et là je me dis, franchement, arrête ta respiration, mec, ça sert à rien. Ouais, c'est clair. Ah, c'est clair, Fender, c'est une réussite du film, hein. Et à la base, j'imagine que vous le savez, mais pour ceux qui ne sauraient pas, à la base, Cyborg, c'est pas un projet qui est en maturation depuis des années. C'est un projet qui est initié par Pune pour sauver le $1 million de décors et de costumes que la compagnie Canon avait injecté dans Les Maîtres de l'Univers numéro 2 et le premier film Spider-Man, qui devait être réalisé tous les deux par Albert Pune. Et donc, à un moment donné, ils perdent les droits, je crois, des franchises, si je me souviens bien. Ouais. Et donc, ils disent à Pune, écoute, malheureusement, c'est foutu. Parce que lui, il avait déjà son délire d'imbrication de tournage pour gagner du temps, optimiser les choses et tout. C'est-à-dire qu'il devait commencer à tourner Spider-Man avec l'acteur qui jouait Peter Parker en mode chétif. Il stoppait le tournage, il restait dans les mêmes décors avec les mêmes costumes, mais il faisait Les Maîtres de l'Univers numéro 2 pendant plusieurs semaines. Pendant ce laps de temps, l'acteur qui faisait le jeune Spider-Man, il suivait un programme intensif de musculation. Et ensuite, il finissait le tournage de Spider-Man avec un mec un peu plus baraqué. Bon, je pense qu'il serait chargé un peu aussi, parce que tu peux pas non plus prendre 6 kilos de muscle en 3 mois. Ouais.
Mais en tout cas, c'était l'idée de Pune qui était pas mauvaise, hein, ça lui ressemble Ouais. beaucoup déjà à cette époque-là. On parle donc de la moitié, enfin de la fin des années 80. Et sauf que donc ça tombe à l'eau et Pune, il est vraiment dégoûté et quand il reprend l'avion pour retourner chez lui, en fait, il se dit: «C'est pas possible». Donc il jette, sur un papier comme ça des idées de cyborg en un week-end et après il va les retravailler avec un acteur ami à lui qui s'appelle, Don Michael Paul qui va pas être crédité, Pune non plus d'ailleurs, ça va être un pseudo, ça va être Kitty Chalmers Ouais. et il va proposer ça à Ah, Golan, il dit: ok. «Écoute, si vous injectez 500 000 $, on va pouvoir faire le film. Sachant qu'il y a aussi 1 million donc en amont de décors et costumes. Je prends les mêmes acteurs qui étaient prévus, etc. Donc en fait, Klein et tous les acteurs qui devaient faire les méchants dans les Maîtres de l'Univers numéro 2, eh ben, ils font les méchants donc dans Cyborg avec les mêmes costumes et ils devaient déjà avoir les lentilles bleues Klein. Ah, Qui est bien évidemment une référence appuyée d'Albert Pune vis-à-vis de Il était une fois dans l'Ouest, aux Ouais. yeux bleus de Henry Fonda. Et je me permets juste de Voilà. rebondir sur les costumes et le décor. C'est vrai que on l'a pas dit, mais c'est une vraie réussite du film, hein. Je trouve que les costumes sont vraiment super dans le film, toutes les armes. C'est vraiment bien. Il y a même un côté effets spéciaux qui marche bien pour l'époque. Je pense notamment au cyborg quand elle enlève sa perruque. Ça fonctionne bien en fait. Il y a plein de choses qui fonctionnent très bien. Donc on sent qu'il y a un peu de budget qui a été mis là-dedans et ça, ouais, c'est plutôt le point positif du film, on va dire. Bah ouais, carrément. Tu as aussi les combats avec les armes blanches que je trouve très bonnes. Ah ouais, Tu Ouais. vois carrément. Très J'adore bons, le pardon. couteau. Moi, j'adore le couteau Ouais. dans la botte. Je Sauf- trouve que c'est une Ah idée oui, c'est une super de fou. idée. Bah ça, c'est une idée, m'a-t-il dit, c'est une idée de Mohamed Kissi. Mohamed Kissi, donc, qui est l'ami d'enfance de Jean-Claude Van Damme. Alors, je le sors pas de mon chapeau, j'avais fait une longue interview de lui pour Oui. l'édition de Bloodsport de ESC, et je n'avais pas pu m'empêcher de lui demander, s'il te plaît, est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé Cyborg, un film qu'il n'aime pas pour le coup, parce qu'il n'aime pas la science-fiction, il n'aimait pas le côté aventure, en fait, il voulait continuer à faire des films d'arts martiaux façon Bloodsport et Kickboxer. Lui, il voulait faire des suites comme ça avec Van Damme, et Van Damme, lui, il voulait au contraire s'orienter vers plus l'aventure et l'action, en référence à Stallone, qui a toujours été son idole. exemple, en fait. Ouais. Puis il avait l'air Voilà. de dire que c'était le bordel sur le tournage aussi, non? Si je me souviens bien du. Alors, le bordel sur le tournage, non, pas spécialement. C'est juste que lui, en fait, son apport à Mohamed Kissi, donc selon ses propres dires, moi je n'étais pas sur le tournage, c'est qu'en fait Albert Pune, il voulait faire que des fusillades et des combats au couteau. Et en fait, Mohamed Kissi a dit, c'est quand même dommage d'avoir Jean-Claude Van Damme qui vient d'être connu, réputation vis-à-vis de Bloodsport, et vous lui faites pas faire de combats d'arts martiaux à point nu. Donc en fait, il a rajouté ça, il a préparé Van Damme, il a travaillé sur les chorégraphies de combat. Et donc, il a eu l'idée de mettre un couteau, enfin l'espèce de lame rétractable dans la chaussure de Van Damme, que j'adore, tu vois. Qui est super. Puis on a eu de la chance parce que Van Damme avait le choix entre 3 films, entre Delta Force 2, American Ninja 3 et Cyborg, et il a quand même pris Cyborg. Et il avait du pif parce que les deux précédents ont été des bides au cinéma. Ouais, après, il faut voir si ça aurait pas été des succès grâce à lui, tu vois. Ah, Ah je oui. l'aurais dans un Delta Force 2. Bon, après, on a l'image de Chuck Norris que j'ai revu il y a pas longtemps, pour info. Ça aurait pu le faire aussi, hein, clairement. C'était un film assez Oui, sur des ouais. rails, hein, tu vois. Un peu plus de doute sur American Ninja 3. Bon, après, je vais pas vous dire que... Ouais, je suis pas déçu, hein. Je préfère 1000 fois qu'il ait fait Cyborg, on est d'accord. Complètement. Mais c'est Ah vrai oui, que oui, ces clairement. films-là, Delta Force, ça avait fonctionné. Les Ninja Blanc, American Warrior, ça avait fonctionné, donc tu vois, c'était pas déconnant. Mais Van Damme, quand même, il avait déjà le nez et le goût du risque, puisqu'il se dit non, je préfère repartir avec un film unitaire, en fait, c'est pas une suite, c'est pas une préquelle, Ouais. une suite, ce que tu veux. Et donc, il se lance dans Cyborg, donc c'est bien. Et puis, on échappe, entre guillemets, aussi à Chuck Norris, qui devait jouer dans Cyborg à la base. C'est lui que Albert Pune voulait, hein. Oui, ouais, totalement. Ah, Ouais, je ouais, savais ouais, pas. ouais. Ok. Voilà. Ouais. Et en fait, c'est en rencontrant Van Damme à un dîner que Van Damme, comme souvent il l'a fait, hein, Van Damme, il a réussi à charmer entre guillemets le réalisateur. C'est ce qu'il fera plus tard avec Peter Iams, avec Robert Harmon aussi pour Quevals sont issus, parce que les gens se disent ouais, le mec il doit pas être très fut-fut, ça doit être limité son jeu et tout. Puis en fait, ils comprennent que non, il arrive très bien à se projeter dans ses personnages, à proposer des idées. Et ça fonctionne. Voilà. Pour Mais un ceci dit, deuxième sur le rôle tournage, majeur, il est bon, hein, dans le film Van Damme, hein. On ne l'a pas dit, mais je trouve que sa prestation est bonne. Enfin voilà, il a un jeu en Ah ouais, il est bien. retenue. Enfin, je veux dire, son personnage est quand même globalement bien écrit. Ouais. Et puis j'aime bien le côté
Vraiment, moi, en tout cas, c'est dans la version que j'ai vue, c'est ce côté où lui, il se focalise que sur la vengeance. Il en a rien à faire du cyborg. Lui, ce qu'il veut, c'est se venger. Bon, après, si elle est là, tant mieux, mais c'est le but, c'est d'aller récupérer Fender et lui décalquer la tronche, quoi. Donc, Ouais. C'est un personnage qui, bah après, voilà, il y a le côté Madeleine de Proust qui parle, parce que si tu veux, ce film-là, donc comme vous, notamment Jason, je l'ai vu tôt, moi aussi, donc à mes 10-11 ans. Et c'est vrai que tu vois, c'est un film, mine de rien, qui a mis sa petite graine dans mon esprit vis-à-vis du personnage de Van Damme, comment il respecte Nadie. Donc c'est la jeune femme Oui, ça qui est son c'est. Ouais. acolyte, un volontaire, parce que lui, Mm. il en veut pas en fait, mais elle se rattache parce que sinon elle va crever en fait toute seule. Et bon, il la supporte, mais il la calcule pas trop. oui. À un Et moment donné, pourtant, comme dans énormément de films, voilà, comme dans énormément de films, t'as la scène où elle se C'est dévait. dénude, ouais. Voilà, tu imagines qu'ils vont passer à l'acte et tout, et en fait non, parce qu'il est encore en deuil de sa famille. Et moi, c'est un truc qui m'a toujours plu et marqué. Et puis j'aime bien aussi que Nadie, donc, elle soit incarnée par une actrice qui ne soit pas une bombe hollywoodienne. Mm. Tu vois? J'aime bien ça. Moi, tout ça, ça m'a beaucoup marqué. C'est encore quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est pas une top modèle, tu vois, comme tu pouvais, bah, c'est une reine de beauté. Hein. imaginer avoir. J'ai regardé un peu son palmarès, elle a été reine de beauté ou je sais pas quoi. Oui, Ça a été- mais elle a pas Oui. le physique de ce qu'on Non. des actrices qu'on pouvait avoir notamment dans les films de la canon, mais dans tous les autres films d'action. Elle est un peu plus en retrait et elle est pas mise en valeur, on va Ah dire. voilà, je préfère Par ça rapport parce Non, que et puis, ses voilà. attributs sont peut-être pas mis regarde, en Seb. valeur, mais elle a le cahier des charges des actrices de cette époque-là, une forte poitrine, Oui. enfin, voilà, tout ce qui va bien, et c'est vrai que mais c'est Oui, pas mis en valeur, oui, en tout Seb. cas. Ouais. Non, mais après, c'est parce que tu vois, si t'es producteur à Hollywood et que tu veux un mannequin, tu l'as ton mannequin. Mais elle, si tu veux, moi, ce que j'aime, c'est qu'elle a un côté réaliste dans le sens où elle a un peu des formes, tu vois. Oui. Elle est pas, Ah oui, c'est je suis pas une d'accord. nana qui fait 35 kilos. Non, Tu vois ce que je veux dire? complètement, je suis Moi, d'accord j'ai avec ça. toujours bien aimé ça, tu Ouais, vois. tout à fait. C'est réaliste et j'aime bien le respect et la pudeur qu'il y a entre eux. Ça m'a toujours plu. Mais Voilà. globalement, si Et tu le fait regardes qu'elle se fasse tuer à la fin, ça m'a. Ouais, excuse-moi. Ouais. Non, voilà, et du coup, le fait qu'elle se fasse tuer à la fin, ça m'a toujours fait beaucoup de peine parce que Ouais. justement, tu sais, c'est un peu une madame tout le monde. Et bah oui, tu te dis, voilà, dans le réalisme de cette histoire, bah, c'est ces gens-là qui crèvent le plus facilement, quoi. Ouais, c'est vrai. Elle ne peut pas vivre dans ce monde-là. Voilà. Voilà, Elle c'est peut un pas monde sans survivre, pitié ouais. pour de Ouais, vrai. c'est ça. Il y a pas de pitié, il y a pas de morale. Tu vois, elle essaie d'aider le héros à la fin, elle se fait buter par Fender, elle crève sous la pluie, voilà. Ça fait son effet, je trouve. Ouais, t'as pas envie qu'elle meure. Ouais. C'est vrai que c'est un personnage, je te dis, c'est dommage qu'il la fasse mourir, mais en même temps, c'est un monde cruel, donc il sait faire bien ça, du coup, Pion, pour ça. C'est Moi, ce ça. que j'ai. D'ailleurs, il paraît, juste pour, parce que Ouais, sinon vas-y. j'ai oublié, l'actrice donc qui jouait Nadie, elle était apparemment en pleine psychanalyse pendant le tournage. Elle allait pas bien, tu vois, psychologiquement. Et Pyun disait que ça l'aidait en fait à la diriger et à incarner son personnage. Voilà. Ok. Ah oui, d'accord, ok. Très bien. Mm. Mais moi, ce que j'apprécie, et c'est vrai que dans les deux versions, ça diffère un peu, et pour le coup, après, ça explique le fait que Van Damme préfère rester sur son but et Nadie, il la laisse un peu de côté. C'est que, en fait, le fait que en fait, Fender tue sa famille, on le sait pratiquement dès le début. D'ailleurs, dans le Director's Cut, on le sait dès le départ, on voit carrément que la scène du puits et tout ça, Pas dans la version originale, tout pour le est, coup. Pour ceux qui ont vu la version originale, tu le sais beaucoup plus tard, en fait, le background. tu le sais beaucoup plus tard. Ouais. Là, Dans dès la le début, version en fait, dans le Director's Cut, c'est déjà, voilà, tu sais très bien que Van Damme, en fait, il a un objectif, c'est de buter Fender et puis basta, quoi. Et puis, notamment, il y a un truc aussi qui est un peu plus fort par rapport à la version cinéma. Dans la version cinéma, tu vois que la compagne de Van Damme, tu la vois dans le puits, mais c'est assez rapide. Dans la version Director's Cut, tu l'as sur pas mal de plans où tu vois très bien qu'elle s'est pris le barbelé, elle s'est tapé le crâne contre la pierre et tout ça. Et le truc qui est un peu meilleur, c'est que dans la version cinéma, on a la fameuse scène de la croix où Van Damme sort du puits, enfin dans ses pensées sort du puits, il crie Fender. Là, tu l'as pas dans le Director's Cut. D'ailleurs, tu sais même pas comment il s'en sort en fait. Et je trouve ça plutôt malin de la part Ouais, d'Albert Pyun dans le montage d'avoir en fait effacé ce moment-là.
Ça se discute parce que, bon, tu sais, donc moi je suis très fan de Pune, mais sur ce film-là, en fait, j'arrive pas à préférer Slinger, donc son montage de Ouais, Cyborg à Cyborg. Je suis très très attaché à Cyborg, je l'ai vu énormément ouais, de bien sûr. fois, c'est vraiment imprégné. Mais tu vois, ce que tu dis, tu vois qu'on ne voit pas gueuler Fender, il y a Mm. aussi toute une scène qui manque dans son montage, j'ai jamais compris pourquoi, c'est le massacre du village Ah, des pêcheurs, ça, j'ai pas compris. Par contre, tu parce vois. que dans le film, elle est hyper violente. Et d'ailleurs, ils ont eu des problèmes parce que ils ont dû la censurer un peu parce qu'ils avaient un problème de classification à cause de cette scène-là. Et je trouve dommage qu'elle ne soit pas dans le director's cut. Oui, ça n'a aucun sens, tu vois, Ouais. parce que justement, ça montre comment Fender, d'une part, ça montre comment Fender et ses hommes ont un bateau, Ouais. bah, c'est en le volant aux pêcheurs, et en plus, ça montre que c'est des cannibales parce qu'ils commencent à bouffer des Ouais. gens, et puis ça montre toute leur violence. Ils tuent un couple de mariés en enfonçant le bâton dans la bouche du Ah, mec moi et je trouve tout. qu'elle est pas si mal cette version Ouais. cinéma hein, par rapport à ce que vous m'avez décrit en échangeant surtout avec Jazz sur la version Director's Cut. Mm. Je trouve qu'ils auraient pu se permettre même de faire la fin nihiliste, parce que clairement, ça montrait un peu le vrai visage du cyborg, parce que ça aurait été cohérent. On aurait pu avoir une fin alternative, entre guillemets, à la fin principale. Mais le film en lui-même, parce que c'est vrai que la fin dans la version cinéma, elle est un peu brute. Tu vois, il se regarde, tac, la porte se ferme, il s'en va, tac, fin du film. Là, tu dis, ah ouais, d'accord. Donc c'est un peu brut comme fin du film. Serait le petit truc de contexte qu'on a dans la version Director's Cut aurait été intéressant. Alors pas la scène post-crédit, pour le coup, entre nous, elle apporte pas grand-chose, en tout cas dans l'état, Ouais, mis à part un peu de gratuité frontale, on va dire. Mais, c'est ça. mais je trouve que le montage original, en fait, il est globalement, enfin, si on écoute Ouais. que c'est été repris par Van Damme, etc., il est globalement dans l'esprit du film et de l'esprit de l'histoire, en fait. Je trouve qu'il n'a pas Mm. dénaturé, en tout cas, le sens du film. Alors en fait, le montage, si ça vous intéresse, le montage, il a été repris par 3 personnes. Mm. Il a été repris, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu as le montage, tu as le tournage qui se termine, pardon. Tu as Pune qui fait son montage. Alors, faut pas oublier de recontextualiser les choses. C'est-à-dire que Pune, il a sauvé du marasme le million de dollars de la Canon. Donc, les mecs, ils disent bah, fais ce que tu veux avec ton film, c'est 500 000 Ouais. balles, vas-y, fais ton truc, merci, et fais ton truc. Sauf que lui, en fait, il part complètement à fond de balle dans un côté artistique du style je fais ce que je veux, du coup. Et lui, il fait un film en noir et blanc avec du hard rock, du heavy metal, en fait, tout du long. Quasiment sans dialogue et que de la voix off, tu vois. Donc, il se pointe avec ça avec voir les producteurs et puis les mecs disent non mais là t'as un peu perdu les clés, ça va pas du tout, on peut pas sortir ça. Donc il retourne en montage et fait la version donc que nous on aura Mm. après en director's cut des années plus tard. Donc il y a une édition allemande puis ensuite elle est reprise sur l'édition ESC en bonus qui va s'appeler enfin qui s'appelle Slinger on va dire. Mm. Mais ça plaît pas quand même. Et comment on sait que ça plaît pas, c'est qu'en fait ils font une projection test la Canon dans leurs locaux. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient 100 personnes dans la rue qui passaient, ils les faisaient rentrer dans les locaux, et qui passaient par là aussi. Dans les locaux, tu avais Sheldon Lettich, donc le Mm. pote de Van Damme qui avait écrit Bloodsport, coécrit Bloodsport, euh, et qui allait réaliser plusieurs films avec lui. Et c'était déjà acté qu'il fasse full contact avec lui. Voilà. Donc, Sheldon Lettich rentre dans la salle de projection, le film démarre, et en fait, à partir de la moitié du film, les gens commencent à rigoler, tu vois. Les gens commencent à se marrer et tout. Et jusqu'à la fin, où tu as le combat entre Fender et Jean-Claude Van Damme, et là, en fait, ils se tapent des barres. C'est un fiasco total. Quand ils doivent mettre des notes, il y a une seule personne sur les 100 qui écrit qu'il a bien aimé. Tout le monde dit que c'est nul à chier. Donc en fait, les gens sont extrêmement stressés et Lettich, il sort directement, il appelle Van Damme, qui est en Thaïlande, qui vient juste de finir le tournage de Kickboxer et qui devait se reposer après en Thaïlande un mois parce que ça avait été assez éreintant, comme on imagine. Et Mm. en fait, il lui dit franchement, reviens vite parce que là, ta carrière, elle va se jouer maintenant. Parce que là, le film, c'est une catastrophe et il va te foutre ta carrière dans les toilettes. Il lui dit clairement ça. Donc Van Damme prend le premier avion, il arrive le lendemain. Il regarde donc la version de Pune. Pune, lui, qui était déjà parti travailler sur son prochain film, qui était Captain America, Ouais. donc qui est plus disponible. Et donc, Van Damme regarde ça, il trouve ça très mauvais. Il va dans les bureaux de la Canon, il explique qu'il faut absolument le laisser remonter. En fait, exactement ce qu'il avait fait pour Bloodsport, c'est Ouais, le ouais, même Ouais, totalement. Ouais. bien sûr. le même souci. C'est-à-dire que tu as un matériau, tu sais que tu as quelque chose, mais le résultat fait que c'est pas bon du tout et que ça Mm. peut te coûter. En fait, ça double tranchant. C'est l'inverse, c'est que ça va te coûter très cher. Et il y a Lettich qui appuie en disant moi je veux bien aider gratuitement. Pourquoi il fait ça, Lettich? Parce que Lettich, en fait, il se dit
Si la carrière de Van Damme, elle part aux toilettes, moi, mon full contact, je me le mets derrière l'oreille, tu vois. Ouais. Donc le mec est très motivé à ce que ça se passe bien aussi. Et donc, ils vont prendre 3 salles de montage avec à chaque fois, donc Van Damme, il a un monteur et il retravaille toutes les scènes de combat. Letitch, il a un monteur, il retravaille tout ce qui est narratif, adjonction de voix, de dialogue qu'on entend sans voir l'acteur, qui vont être mis derrière l'épaule des acteurs à chaque fois pour en fait consolider toute la narration. Et c'est lui qui va avoir l'idée aussi de faire changer la voix de Fender parce qu'il trouve que Vince Klein a une voix un peu trop efféminée, c'est lui qui le dit, et c'est ça qui faisait marrer les gens à la Projo C'est Test. pas sa voix du coup. Donc en Ok. fait, c'est pas du tout sa voix en VO. Et du coup, il va faire venir un acteur qu'il connaît, qui a une grosse voix rugueuse. Et en fait, le mélange entre la stature, l'attitude, la physicalité, comme on dit, de Klein et la voix, c'est canon. C'est ce qui fait que ça marche, ouais. Ok. Voilà. Et ensuite, il y a aussi un mec qui va aider qui s'appelle Boz Yakin, qui a écrit Punisher avec Dolph Lundgren, qui est un ami aussi de Sheldon Lettich, qui réalisera aussi plus tard quelques films comme Safe avec Jason Statham plus tard. Il produira les Hostels aussi, Eddie Ross. Et lui, en fait, il va travailler que sur une seule chose, mais vous allez voir, c'est quand même pas rien, c'est qu'en fait, lui, il voit le flashback et il se dit... bah c'est pas bon de faire ça, et en fait il va avoir l'idée de disséminer le flashback tout le long du film, c'est ça qui marche. et en fait de le faire monter en sauce durant la scène de crucifixion, parce qu'il faut quand même le dire, Jason, je sais pas ce que t'en penses, mais la scène de crucifixion, donc quand Van Damme il est crucifié sur le mât du bateau en plein désert, en fait dans la version de Pune, il se passe rien. Il se passe rien, il tape juste dans le comment dire, sur la croix, et c'est tout. Il se réveille en plus. En fait, le truc, c'est qu'il s'endort, il s'endort et il se réveille. Et en fait, dans la version Pune, il rêve même pas. C'est vraiment, il essaye juste de se détacher, quoi. Voilà. En fait, t'as pas de, je sais pas comment dire, t'as pas de narration, t'as pas de montée en sauce. Elle est pas iconique. Alors elle est iconique, la scène. Non, alors que la version cinéma, enfin, franchement, ça raconte quelque chose et ça te fait monter la rage en même temps que le personnage de Van Damme. Le dernier coup de talon, quand il voit la dernière image, il hurle Fender, ça casse le mât, il tombe. Franchement, ça marche. J'ai envie de te dire, c'est brillant, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc voilà, nos 3 larrons. Alors après, Boziakin, il a rien fait d'autre, mais je trouve que c'est déjà un apport énorme. Et donc après, t'as Pune qui revient à Los Angeles. Il voit ce qu'ont fait donc tous ces braves gens dans son dos. Il est dégoûté, mais après, c'est un professionnel et contractuellement, il doit faire des reshoots s'il y a besoin. Donc la Canon, il voit le nouveau montage de Van Damme et Lettich, ils disent bien joué, si ce n'est que la fin du personnage de Fender, on est déçu. C'est-à-dire que dans la version de Pune, il se prend un coup de couteau, donc il se fait planter le bide, ça lui remonte le visage et en fait, ça lui scinde le visage en deux. Enfin, ça se voit très peu parce que tu as les éclairs et tout pour masquer le prosthétique, le maquillage, tu vois. Et du coup, il recommande une nouvelle fin. Donc, c'est Pune qui va aller re-shooter cette fin-là avec d'ailleurs Mohamed Kissi en doublure de Vince Klein. Quand il est de dos, en fait, et qu'il se fait empaler sur le crochet, on peut voir, si vous faites pause, vous voyez bien que c'est Mohamed. Et donc, le film est emballé. Alors, il faut savoir, je fais une parenthèse parce qu'on parle quand même d'Albert Pune. Et ce bon Albert, c'est un peu Slinger, ça veut dire le dissident, c'est celui qui ne se soumet pas. Et ça lui ressemble bien parce que quand il va faire ses reshoots, en fait, il réfléchit, il se dit attends, j'ai les décors encore de Cyborg, j'ai quelques acteurs, techniciens. Allez, je lâche un petit billet de $24 000 et dans la foulée, on va tourner 3 jours, 3 nuits, un scénario que je vais écrire sur le pouce et ça va donner le film Deceit. Ouais, voilà. Ok, d'accord. Et Deceit, ça, c'est pas bon. Hein. Pour le coup, là, je vais pas pouvoir le défendre, celui-là. C'est comme Nemesis 4, j'ai quand même mes limites. mais n'empêche, tu vois, le Lascar, avec 24 000 $, il va se faire 2,4 millions, je crois, en VHS. Tu vois. Je suis en train de regarder, avant de passer à Kickboxer 2, on va clôturer un peu, on va clôturer Cyborg. Cyborg, c'est à peu près 500 000 $ de budget, 10 millions de dollars au box-office, carton. Personne n'y croit et pourtant, en fait, le film est un véritable succès au box-office. Le Director's Cut, moi, il m'impressionne sur le fait, juste la première interview, l'intro, quand Albert Pune dit qu'il prépare et qu'il tourne Cyborg Overture avec Christophe Lambert. Arthur, dis-moi, est-ce que c'est vrai ou pas? Parce que
on n'a aucune image de Christophe Lambert dans un préquel de Cyborg. Non. Non, malheureusement, tu sais, Albert Pyun, il était resté sur ce qui fonctionne, sa mécanique de tournage et de mise en branle de projet des années 80 et 90, et il pensait que ça pouvait fonctionner encore en 2010, 2020, mais ça fonctionne plus. Donc, si tu veux, il lançait des idées comme ça en pensant que ça accrocherait, mais ça marche plus aussi facilement. Par contre, il avait essayé de faire un Cyborg 2. Alors, il y a un Cyborg 2 avec Angelina Jolie, qui est pas mauvais d'ailleurs. Il y a un Cyborg 3 aussi, Et il y a avec un Jack Cyborg Palance. 3 et Zach Galligan, tout à fait, le héros de Gremlins. Mais par contre, Pyun, comme quoi il n'est pas rancunier. Alors déjà, il n'est pas rancunier parce que ils ne sont pas entendus sur le tournage avec Van Damme, hein, faut le savoir. La scène de la croix, ça fait péter un plomb à Van Damme parce que Pyun, il le laissait trop sur la croix, il était rincé, etc. Et du coup, Pyun, pour avancer, il prenait la doublure de Van Damme, il filmait ses yeux en gros plan. Enfin, c'était un peu du grand C'est ridicule, c'est ridicule. La scène est ridicule. Ouais, ça marche pas du tout. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ouais, du coup, Van Damme n'en tiendra pas compte à Pyun parce que mine de rien, c'est à lui qui pense au début pour faire Double Impact. C'est pas à Sheldon Lettich, tu vois. Et puis Pyun, de son côté, Cyborg, ça lui laisse pas une si mauvaise impression que ça sur le moment parce que à 3 reprises, il va vouloir faire une suite. Il va vouloir faire un Cyborg 2 début des années 90. Et en fait, ça traîne. Et du coup, il part faire Nemesis. Et ce scénario-là, en fait, il va en faire Kingdom of Metal qui va devenir Knights. Ok, très bien, ouais. Knights, les chevaliers du futur. Avec Christopher Forson, c'est ça? Chris Christopherson, exactement, avec Gary Daniels, avec plein de blazes qu'on aime revoir, et donc Katie Long, championne de kickboxing, qui était entraîneuse de Michelle Pfeiffer sur Batman le Défileur. Et ensuite, début 2000, il va vouloir faire une suite à Cyborg avec Jean-Claude Van Damme, avec Dolph Lundgren, avec Scott Adkins, et c'était des fonds australiens. Et en fait, au dernier moment, l'Australien a retiré ses billes et le film s'est pas fait. Et ensuite, il a quand même voulu refaire le projet avec cette fois-ci Steven Seagal, Scott Adkins et Wesley Snipes. Et ça s'est pas fait à cause des plannings qui n'arrivaient pas à. Les affiches, c'est ouf. Les affiches de fou, quoi. Putain, c'est dingue. Sympa, hein. Ça aurait pu être sympa. Carrément. Mais par contre, il croyait dur comme fer parce que pour le coup, il a fait un post générique qui est très moche. Et donc, il croyait dur comme fer à son Nemesis, Cyborg Nemesis The Dark Rift. D'ailleurs, il y a quelques images qu'on trouve sur Internet avec Sacha Mitchell dedans. Et il annonce un casting assez dingue, puisqu'il annonce Olivier Gruner, mais pas dans le rôle de Alex Train, mais dans le rôle de Duguay. Et Duguay, c'est un autre film de Albert Pyun qui est en fait avec Kevin Sorbo. Nous avons du coup son pote Vincent Klein qui aurait dû revenir dans le rôle de Fender. Pas d'annonce de Van Damme, mais on aurait eu, je crois qu'il y a eu, il y avait aussi, il me semble, Kirkpatrick qui devait jouer aussi dans le film. Et au final, en fait, Dark Rift ne verra pas de jour. Non, tu sais, malheureusement, voilà, avec toute l'affection que j'ai pour Albert Pyun, ces films passés 2000-2001, tu vois, je prends Explosion imminente dedans, même si c'est... Bon, il y a à dire dessus, c'est pas le moment parce qu'on va pas avoir le temps, il y a à dire dessus, c'est pas du tout un des meilleurs Pyun, mais je le prends quand même, tu vois, dans l'escarcelle des films que je regarde de temps en temps, tu vois, et que je respecte de Pyun. Mais sinon, passer ça, si tu veux, c'est très compliqué, tu vois, c'est très compliqué. Il n'y a plus cette magie, il n'y a plus l'âme de ces films des années 80-90. Eh ben écoute, on va continuer avec Albert Pyun puisqu'il sort Cyborg, il fait Captain America, il fait Blood Match, et puis on lui donne les clés de Kickboxer 2 avec un acteur qui retrouvera un peu plus tard, il me semble... Ah non, si, on le retrouvera un peu plus tard dans Kickboxer 4, mais donc c'est Sacha Mitchell. Arthur Bah écoute, il y a le pauvre Sébastien, il parle presque pas. Moi je veux bien, hein, mais. Non mais vas-y. Moi en plus j'ai mon comment dire, je suis un peu en décalé par rapport à vous parce que j'ai un petit problème de réseau, donc je m'en excuse. Mais je sais pas d'ailleurs si ça s'est recalé, mais bref. Donc c'est parfait, bon. Super. Et Kickboxer 2, moi c'est un film que j'affectionne énormément en fait parce que je trouve que c'est une suite dans ces nombreuses suites qui ont été faites après pour essayer de surfer sur
la carrière de Van Damme et le succès de Van Damme précédent. On a eu les Bloodsport, on a eu Time Cop, on a pas mal il y a eu Universal Soldier, enfin voilà, je sors tout ça dans le désordre et compagnie. Mais je me dis, c'est une suite honnête, parce que on en parlait avec Jazz en off, je la trouve assez touchante en fait, parce que d'entrée de jeu, on nous explique, on se raccroche comme on peut en disant qu'il y a un troisième fer caché, qui est interprété par Sacha Mitchell, donc c'est David Sloan, qui direct on nous dit, voilà, c'est pas le plus brillant des trois, c'est même le moins bon des trois, mais pour autant il tente d'exister, il est un peu dans la misère et compagnie. Et il se retrouve un peu embarqué malgré lui dans une affaire de vengeance qui va complètement le dépasser, parce que lui en fait il a rien demandé. Et finalement je trouve que c'est un film qui a pas de gras, ça se passe bien, ça va droit au but, on retrouve en plus des gueules de série B qu'on affectionne énormément avec Jazz. On retrouve Matthias Hues, on retrouve Kari Tagawa. J'avais pas percuté à l'époque, la première fois que je l'ai vu, Vince Murdocco, mais surtout je l'avais pas percuté, je l'ai redit à Jazz quand je l'ai vu parce que ce film là moi je l'ai vu peut-être il y a 20 ans maintenant, j'avais chopé en DVD à l'époque et j'avais pas percuté qu'il y avait Vincent Klein dedans, qui jouait un petit rôle et qui est très bien d'ailleurs dans ce petit rôle, il fait le taf, il doit avoir quoi, deux lignes de dialogue à tout casser, mais dans ce rôle un peu d'entremetteur, franchement il fait clairement le taf, et puis c'est un film finalement qui est qui a vraiment des côtés hyper intéressants, parce que c'est là où je vais, parce on dit beaucoup aux auditeurs parce qu'on a beaucoup échangé en off, mais on a échangé tous les deux, Arthur, tu disais que tu trouvais que c'était, tu vas le dire tout à l'heure, que c'est pas forcément le film le plus Albert Punesque peut-être de sa filmographie. Malgré tout, je trouve qu'on retrouve quelques touches dans son côté un peu assez dur avec les personnages, où il fait pas de cadeaux, il hésite pas à tuer un gamin, il hésite pas à tuer son élève, tu vois, tu te dis que ça aurait pu être un peu plus rose, et pour autant c'est un film qui est quand même d'une noirceur assez pas aussi profonde que dans d'autres de ses films, mais il fait pas de cadeaux le film quand même, tu vois, il y a un happy end, mais malgré tout c'est un film qui débarque avec un postulat quand même, tous tes frères sont morts, toi t'es dans la merde financière, et puis il faut que tu te débrouilles avec ça, et puis je sais pas, il y a des choses intéressantes. Après, je pense que c'est une commande de studio qui voulait avoir une suite assez rapide et à mettre en place, et forcément quand on veut quelque chose de rapide à petit budget, on fait appel à Albert Pyun pour ça, mais il y a vraiment des choses intéressantes, parce que en arrière-plan, enfin dans les coulisses, on a Benny Urquidez qui a chorégraphié une grosse partie des combats, qui a entraîné Sacha Mitchell. Donc nous on affectionne énormément le boulot de Benny Urquidez, et c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans l'ombre, et ça apporte ce petit cachet à ce film qui fait que ça le rend vraiment intéressant et par certains égards hyper touchant. Et j'ai du mal en fait il a des points négatifs, mais j'aime beaucoup ce film en fait. Ouais, complètement. Et c'est très subjectif. Après, non, mais je le respecte. De toute façon, je peux pas dire, moi je vais pas dire que c'est un mauvais film, je vais pas dire qu'il est mal fait, parce qu'il est propre. Ouais. Tu vois, comme on dit, il est propre, c'est carré, c'est bien découpé. De toute façon, Pyun, il connaît le boulot, il connaît très bien le boulot. Ça, je sais pas combien de temps. Alors, pour info, Cyborg, c'était 22 jours de tournage. Ouais. Kickboxer 2, je sais pas combien de jours, tu vois. Mais en tout cas, Pyun, il sait très bien découper quand il a 6 jours de tournage. Donc, tu te doutes bien, quand il a une vingtaine de jours de tournage ou 30, c'est limite pour lui, c'est Byzance, tu vois. Donc, ce film-là, il est carré. Après, tu dis que le scénario est assez sombre. C'est vrai, mais après, c'est pas un scénario de Pyun, parce qu'il faut savoir que Pyun, il coécrit ou il écrit tous ses scénarios. Là, c'est David Goyer, donc celui qui écrira plus tard les Batman de Nolan, par exemple, Blade. Blade, ouais. Mais pourquoi est-ce qu'il se pointe sur ce projet-là? Parce qu'en fait, il avait écrit coup pour coup avec Jean-Claude Van Damme. Donc les gens se sont dit, tiens, il a écrit un Van Damme, on fait la suite d'un Van Damme, on va le faire bosser sur Kickboxer 2. Tu vois? Voilà. Mais qu'est-ce que je veux dire? Après, tu vois, effectivement, Benny Urquidez, alors moi j'aime beaucoup. D'ailleurs, il a un petit rôle dans Blood Match que j'aime bien de Albert Pyun. Il a chorégraphié. Le problème, c'est que ses chorégraphies dans Kickboxer 2, elles sont pas mauvaises. Mais c'est que Sacha Mitchell, je suis désolé, c'est malheureusement non, mais on est d'accord. dans le film. Mais il arrive au niveau martial. Entre le montage, mais entre le montage et et ce qu'il prouve dans le film, c'est pas joli, mais ça masque la misère. Tu vois ce que je veux dire? Ils arrivent à montrer 2-3 trucs qui fait que ça passe. C'est pas cata, mais ça passe. Alors, par contre, j'ai une question. Est-ce que tu sais, parce que je vois que Benny Urquidez, il est crédité en tant que stunt dans le film?
Mais il a stunté qui, en fait? On le voit, j'arrive pas à voir dans le film qu'est-ce qu'il est. Il a un physique atypique, Ben Arquides, donc on peut pas le louper. Il jouerait peut-être un des gangsters, peut-être au début, quand ils vont mettre le feu. Il y a que là que je le vois, en fait. C'est ça? Ok. Bah, j'allais te dire ça, je sais pas exactement. Je Moi, vois je que le vois là, hein. là-dedans, je le vois savater dans les flammes et tout. Ouais. Tu vois, tu peux pas faire travailler un acteur dans les flammes, tu vois, tu prends un cascadeur. Ouais, je Donc je pense que c'est ça. Ouais, je vois que là, en fait. Sinon, je vois pas où est-ce qu'il aurait pu intervenir dans le film, en tout cas. Mais oui, Sacha Mitchell, c'est pas le plus grand artiste mais après, martial, mais ça fait le taf. Je trouve, malgré tout. après, ouais. Après, je veux bien passer un peu de temps, tu vois, sur le film, mais c'est pas parler du film vraiment, tu vois, c'est Non, non, pareil ouais. vis-à-vis de ce que Mohamed Kissi m'a raconté. Ouais, Je trouvais ça vas-y. intéressant parce que Kissi, il faut savoir qu'il avait été spolié du succès de Kickboxer, puisque pourquoi? Bah, parce qu'à la fin, le générique de fin, il n'y avait pas son nom, il n'y avait pas marqué Tongpo, Oui. c'est Mohamed Kissi, Michel Kissi, comme il se faisait appeler à l'époque. Pourquoi? Parce que les producteurs, à un dernier moment, ils se sont dit, attends, si on laisse Tongpo, c'est Tongpo, les gens vont se dire, ah ouais, ils ont dégoté une de ces brutes, c'est incroyable, quoi. Tu vois, ça met un peu un côté mystique au projet. Oui, c'est bien, sauf que du coup, Kissi, bah, quand il disait, ah ouais, j'ai joué le méchant dans dernier Kickboxer, les gens disaient, mais non, qu'est-ce que tu racontes? C'était un vrai, puis tu ressembles pas du tout à un asiatique. Bah oui, il était maquillé, Ouais. tu vois. Bref, donc je pense que ça lui a coûté une petite carrière, enfin une carrière qui aurait pu décoller dans le cinéma d'arts martiaux, tu vois, sur quelques temps. Et après, en fait, il avait fait un pacte avec Van Damme de se dire, ok, donc je mets pas mon nom, mais s'il te plaît, on fait une suite. Et cette fois-ci, là, j'ai mon nom, tu vois. Donc Van Damme a dit oui, sauf que Van Damme, entre-temps, lui, les films d'arts martiaux, il sent que ça va droit dans le mur. D'ailleurs, il avait le nez, hein, parce que ça n'a pas duré très longtemps, cette vague de kickboxing, comme ça s'appelait en Occident. Donc en fait, Kissi, il est dégoûté, il va faire Kickboxer 2 sans Van Damme. Donc déjà, il est dégoûté parce que le scénario, il ne l'aime pas du tout. Et il trouve ça bidon, si tu veux. Et il demande à Albert Pyun, est-ce que c'est pas possible, plutôt que d'inventer un frère qui sort du chapeau du magicien, parce que c'est le cas, hein, Ouais. est-ce Oui, que c'est vrai. c'est pas possible de rester sur le frère qui reste, c'est-à-dire effectivement, Tongpo, il tue Kurt Sloan, donc Ouais. joué par Jean-Claude Van Damme au début, ok, ça bouge pas. Mm. Mais est-ce que c'est pas intéressant de prendre comme héros l'autre frère qui est en chaise roulante, Eric, donc qui est ouais. joué par Denis Alexio, Alexio, ouais. qui est un véritable champion de boxe américaine full contact. Qui a Et du coup, affronté en fait, un on travaille certain là-dessus. Don Wilson. Je tiens à le préciser. Je le relance Ouais, ici. c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Don Wilson qui était aussi efficace sur le ring que pas très agréable à regarder combattre dans ses films, hein, faut le dire. Je me permets, en tout cas, ça n'engage que Oui, moi. non, mais non, t'as raison. On est un peu de Je suis pas cet âge-là. convaincu. Il a l'air très sympathique, Non. mais c'est vrai qu'il est pas bien mis en valeur dans ses films, quoi. Bref. Ouais, enfin, je pense qu'il aurait fallu quand même un sacré miracle pour voilà, bref. Donc voilà, il donne cette idée-là qui est bonne, tu vois. C'est pas mal du tout l'idée de Mohamed Kissi, le côté ouais, il est en chaise roulante, bah qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Et bah il y a Xian qui revient, qui va l'entraîner, qui va lui faire manger des herbes ésotériques. Le mec a la force de son mental, non, je vais venger mon frère. Et puis le mec se remet à marcher, il se remet à combattre et il va botter le cul de Tongpo. Franchement, c'est plutôt sympa comme idée, tu vois. Ouais. Sauf que Pas pire qu'une autre. Denis Alexio, face à Sacha Mitchell, qui était super connu via l'émission, Notre belle famille, ouais. la série, voilà, Notre belle famille, les gens ils disent non, mais non, ça va pas du tout. Donc ils gardent Sacha Mitchell. Il y avait aussi à un moment donné, il devait y avoir, ça se Olivier- joue entre Sacha Mitchell Et Olivier Gruner. Et C'est Olivier ça. Gruner, ouais. Ouais. Franchement, j'aurais bien aimé. Hein. Ouais. J'aurais Et bien aimé. d'ailleurs, c'est sur Impact, un numéro pour la promotion de Nemesis. On lui pose les questions et il détruit Van Damme et Sacha Mitchell en une interview. Ah oui, oui. Ouais. C'est récurrent, c'est sur chez les acteurs qui ont déjà fait des sports de combat plein contact en compétition. Ouais. Souvent, ils sont sans pitié avec les gens qui viennent de la forme, comme on dit, Ah, ouais. c'est-à-dire kata, taolu, combat à la touche, light contact, tu vois, ils respectent pas. Enfin, ils respectent pas. Ils respectent pas si tu commences à les comparer avec eux, en fait. Ah ouais, c'est ça, ouais. Mais j'aurais bien Mais aimé ouais, voir Olivier Gruner, ouais. ouais, moi j'aime beaucoup Olivier Gruner. C'est beaucoup de charisme, il jouait bien.
Dans Nemesis, j'aime beaucoup. Ouais. C'est vrai. Même dans Savate, je sais pas si vous connaissez Savate. Ah, Oui, on a Savate, vu Savate, putain. ouais. Bah, on a vu toute C'est sa... super. Je veux le traiter dans le podcast. Voilà, on hésite entre deux, pour être franc avec toi. On a vu toute sa filmographie la plus martiale, il n'y en a pas beaucoup, hein, ça se compte sur les doigts d'une main quand il se bat vraiment. On les a vus, les films, c'est-à-dire que ce soit le Angel Town et Savate, voilà, c'est des films je te le dis, Jazz, il faut qu'on arrive à les traiter. Un des deux, en tout cas. Sur ce que tu disais, Seb, c'est vrai que les combats, j'aime bien enfin, Pune, il a été forcé de filmer tout au ralenti, tu vois, les champs contre champs, les pains dans la gueule, les coups de Ça se Savate voit, avec ouais. les protèges tibiales dans la tête. Si tu veux, c'est vrai que tu vois que c'est pas un manchot qui est derrière la caméra, il a trouvé des solutions, mais moi, je suis pas sustenté par ça, si tu veux. Voilà, je respecte le film, mais jamais j'ai l'idée de me dire, alors j'ai envie de regarder un film de baston ou un film d'Albert Pune, je vais regarder Kickboxer 2. Mais ça n'engage que moi, encore une fois. Ouais, c'est très Moi, subjectif. Hein. tu C'est vois, un peu ami nostalgique. qui est fan de Van Damme, il avait été voir Kickboxer 2 au Cinoche. Voilà. Ouais. Non, mais je comprends tout à fait. Mais en tout cas, c'est un film, quand tu le compares au film de Pune, c'est un film, pour moi, c'est un film qui est trop gentillé. C'est trop propre, c'est trop bien peigné, la petite musique gentillette, la petite philosophie, tu sais, même quand on est aveugle, on peut tout voir avec les ongles. Alors, je sais que c'est aussi présent dans le premier, mais si tu veux, l'emballage chez Pune ne marche pas chez moi, tu vois. Bon, voilà, Non, mais j'arrête. Excusez-moi, j'arrête. Non, mais c'est très bien, Non, c'est mais il faut un contre-avis. c'est très bien. Non, il faut. Hein. Et en effet, on va pas passer non plus 10 ans sur Kickboxer 2, déjà, parce que à un moment donné, avec Seb, on risque de faire un épisode sur les autres Kickboxers. Mais je pense que Kickboxer 4 est encore plus intéressant de par la fabrication du film. Moi, je vais juste dire mon petit mot sur Kickboxer 2. Ouais. Je trouve qu'il est bon sur le fait que c'est une suite. C'est compliqué de passer derrière Kickboxer. On voit que c'est un film pour le cinéma et pas forcément pour le DTV, même si il est sorti aux États-Unis en sortie limitée. Voilà, c'était un but, voilà, de récupérer un peu de pognon pour pourquoi pas faire une saga, ce qui a été fait pour le coup. Le choix de Sacha Mitchell, je le trouve très limite, même si à l'époque, moi je sais que mon frère me disait ouais, bah, il joue dans Kickboxer 2, et c'est vrai que je voyais dans Notre Belle Famille, il fait quelques coups de pied, tout ça, et je me disais ah purée, le voir dans un film d'action, ça doit être assez impressionnant. Depuis, j'ai vu Gangland et plein d'autres films, Class of 99-2 ou autres, et là je me suis dit oui, bah, c'est pas non plus un grand artiste martial, mais du coup dans Kickboxer 2, ce que j'ai apprécié, c'est que oui, il est pas bon, il est vraiment pas bon, sauf qu'il en fait pas des caisses comme dans le film dont on va parler tout à l'heure, et puis il est il est annoncé, c'est le plus mauvais des frères, et même Tangpo le dit, tu es le plus mauvais des frères Sloan, et donc je trouve que juste, ouais, je sais, mais en fait c'est à force de le regarder, j'essaye d'imiter la voix de Tangpo en fait, mais je trouve que ouais, juste pour ça je me dis ah, c'est plutôt malin. Après, le combat final contre Tangpo, je me dis ouais, c'est chaud, parce que Van Damme dans Kickboxer, il s'en prend plein la tronche pour pas un rond avec les bris de verre et tout ça. Sacha Mitchell, vu sa technique, il se fait casser dans un vrai combat, il se fait casser en deux. Enfin, contre Tangpo, il est mort. Alors que là, bon, il s'en sort avec la pierre dans les temps. Bon, je me dis, ouais, Tangpo, il s'est fait avoir une première fois, il est pas aussi con pour se faire avoir une seconde fois, et surtout par cette technique. Mais bon. Et surtout, moi, j'aime beaucoup, c'est que le fait que, et que je trouve ça drôle, c'est que à aucun moment, à la fin du film, on se dit, Sacha Mitchell va gagner. Il se fait déboîter la tronche, et t'as Xian qui vient le voir en disant tu peux gagner, alors j'ai envie de rentrer chez moi, alors vas-y, tu vas gagner. Et c'est là qu'en fait il va se dire ah oui, mais en fait je peux gagner avec ma fameuse technique. Et là je me dis ouais, mais en fait de base t'avais aucune chance, mec. Mais bon, allez, c'est le cinéma, c'est toi le nouveau héros de la saga, allons-y. Et ce que j'apprécie, c'est qu'il ne fait pas ce qu'on va avoir dans le 3, il ne fait pas Cody. Il est assez neutre, alors que dans le 3, c'est Cody Lambert. Non, on parle pas du 3, mais c'est Cody Lambert dans
dans Kickboxer. Enfin bref, Alors voilà. que le 4, c'est son Chao Pantin. C'est son Chao Pantin, c'est Coluche. Pas mal. Eh oui. J'aime bien. Bah oui. J'aime bien, ça, pas mal du tout. Bah oui. Et juste pour dire aussi, à cette époque-là, tu avais une espèce de flou artistique autour de ce qu'était le kickboxing, le Ouais. muay thai, le karaté, la boxe américaine, le full contact, tout ça, c'était allez, c'est C'était pas du grave, c'est la karaté. même chose, hop, on te Ouais. balance ça sur le ring. Voilà. Là, en l'occurrence, ce que fait Mitchell, c'est plus de la boxe américaine pour le coup. Hein. Son Ouais, ouais. style, c'est très boxe américaine avec les espèces de coups de pierre tournés poussés là. Mm. C'est très comme Denis Alexio, hein, si vous regardez ses Ouais, combats, ouais, bah, comme, totalement. les bah, Rick Roupous, tout ça. comme tu vois. Ben Urquidez, hein. Ben Urquidez, c'est pareil, c'est du kickboxing qu'il Ouais. a fait, donc forcément. Pas ouais, alors, Urquidez, c'est encore un peu différent, tu vois, mais quand tu regardes kickboxing, tu as le droit de frapper dans les jambes. Boxe américaine, tu n'as pas le droit. Boxe américaine, full contact, tu n'as pas le droit. Mais il tape. Tu dois taper au-dessus de la Ah ouais, ceinture. c'est ça, il tape pas dans les jambes là, ouais, c'est vrai. Mais après, c'est peut-être aussi pour. Non, mais dans le film. Ouais, dans le Non, film. mais dans le film, ils le font. Ouais. Ce que je te dis, c'est un peu n'importe quoi, tu vois. C'est ça. L'autre, il fait de la boxe taille. Mohamed, d'ailleurs, il est très crédible, Mohamed. Il avait Ouais. dû s'entraîner, je lui avais pas demandé ça. Il est Ouais, très crédible il a dans des bons son pieds. jeu de jambes, Mohamed. Et puis même, je pense qu'il a poussé de la fonte aussi. Ouais, il est beaucoup plus massif. Ouais. Bon, en tout cas, lui, il fait le job. Hein. C'était vraiment Oui. un rôle pour lui. Non, il Ponko. fait Et très d'ailleurs, bien le c'est pour job. ça que dans le 3, il n'y est pas. C'est parce que Pune, il voulait faire le 3 avec Kissy. Kissy ne veut pas parce que cette fois-ci, il dit non, c'est bon, le scénario, c'est vraiment hors sujet, je veux pas. Il repropose l'histoire du frère Denis Alessio, ils veulent pas. Donc lui, il part du projet et Pune ne le fait pas non plus, tu vois. Et là, ils partent sur autre chose avec Rick King, qui est un coordinateur de cascade. Ouais. Avec toujours... Moi, je l'aime bien, le 3 au Brésil, si tu veux. Je le trouve sympa, mais bon, voilà. Et après, on en arrive à Kickboxer 4, qui est sorti en 1994. Et je sais Et que ouais. Seb l'adore, ce film. Ouais, j'ai cru comprendre ça, ouais. Avec votre podcast. Ah ouais, ça a été. C'est ce qui a d'ailleurs ouais, généré ça a un été commentaire peu, de ta part hein, sur oui, la page ouais, YouTube. tout à fait. Un long ouais. commentaire J'ai que dû je vous taper du invite à poing aller sur la lire. table. Ah oui, j'ai vu ça, ouais. Je peux pas te laisser dire ça. Ah ouais, j'ai dû taper du poing sur la table. Je demande un droit de Moi, réponse. je suis pas là pour rigoler, les mecs. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Qu'est-ce que c'est que ce travail? Ce pauvre film qui se fait traîner en la boue comme ça par Sébastien, il a, mais je suis pas d'accord. il a Mais sa non, fiche mais Nanarland. Attends, il a sa fiche oui, Nanarland. et puis mais alors, ça, attends. je m'en fous complètement, ça. Hein. Non, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir un peu l'envers du décor de Kickboxer 4, chose qu'on n'avait pas forcément quand on l'a vu. Et c'est vrai que quand tu nous as dit un peu dans quelles conditions il a été tourné, on se dit, ouais, il a quand même limité la casse. C'est vrai que, voilà, et c'est vrai que par rapport à un Kickboxer 3, je préfère le 4. Et honnêtement, Ouais, je veux mais dire, je l'ai après, revu. Hein. alors- J'ai revu le film parce que pour l'émission, j'ai revu tous les films pour l'émission, donc ils sont frais dans ma tête de quelques jours, voire semaines pour certains. Et il y a certaines choses que j'ai revues à la hausse, je tiens à le dire. Voilà. Alors pas le jeu de Kamel Krifa, hein. Ça clairement c'est lui qui rend le film très nanar. Mais il y a des choses intéressantes. Il y a vraiment des choses intéressantes. On en parlera tout à l'heure. Donc il y a certaines choses que j'ai quand même revues un peu à la hausse en tout cas. Bah, il y a la scène gratos de sexe. La scène de voilà. sexe M6 à minuit. Oui, complètement. Ouais. Ah ouais, ouais, mais quand t'as 12 ans, t'es surexcité comme une puce, tu vois. Et faut pas oublier, c'est que là, contrairement aux deux, on retombe à pieds joints, on saute dans la flaque d'exploitation. Oui, non mais là, totalement. on est de nouveau dedans, tu vois. Là, c'est du Albert Pyun. C'est-à-dire que le mec, il a un mini budget. D'ailleurs, il me l'avait dit sur son Facebook. C'est-à-dire que il avait un budget tellement petit qu'en fait, en pré-vente, il avait commencé le tournage, il avait eu 2,4 millions de pré-vente et ça avait bouché tout de suite le budget, tu vois. Donc en fait, ils s'en foutent complètement, pas dans le sens je vais faire n'importe quoi, mais dans le sens ce qui me passe par la tête, si j'ai envie de montrer des nanas nues, si j'ai envie de montrer une scène de sexe, si j'ai envie de montrer des mecs avec un œil dégueulasse poché qui reprennent des pains dedans, ou des mecs qui se font une nana qui se fait étriper, une belle nana, ou des mecs qui se font torturer avec du sel dans les plaies, ou ce que tu veux, je fais ce que je veux. Et personne ne me dit rien, parce que de toute façon, bah voilà, c'est déjà vendu, tu vois. Jazz, beaucoup de questions sur la fameuse scène
d'infiltration de Cody Lambert, parce qu'on va l'appeler Cody Lambert, et Ouais. qui tombe sur cette fameuse scène de sexe que tu nous parles. Il veut du détail, en fait. Il veut des coulisses. Est-ce que tu as les Non, non, coulisses mais de tournage c'est pas là-dessus? ça. Si. Alors, Elle t'obsède, cette scène, Jazz. Il faut et en parler. Il faut crever alors, l'abcès. avant d'en parler, on peut juste raconter un peu l'histoire de Kickboxer 4. Donc, je vais m'y coller. Kickboxer 4, en gros, c'est Sacha Mitchell qui est, enfin, du coup, David Sloan qui se retrouve en prison à cause de comment dire, de Tang Po. Sa femme se fait enlever et du coup, il va être envoyé par la DEA Ouais. il va être comment dire, mis sur la liste de Tong Po, mais sous un autre nom, pour affronter Tong Po et récupérer sa femme. Dans un tournoi qu'a organisé Tong Et Po. accessoirement, démanteler la. Ah, c'est incroyable. Ah oui, il y a le 4 dessus. T'as la Quand double j'étais feature. petit, mais c'est fou, c'est fou. Quand j'étais petit, j'avais sur mon cahier de texte, j'avais imprimé le DVD que t'as avec Kickboxer 3 et Kickboxer 4, et je l'avais découpé et je l'avais collé sur mon cahier de texte en me disant un jour je verrai ces films-là. Parce que rien que l'affiche, en fait, j'avais envie de les voir. Le Blu-ray est Ah super ouais, d'ailleurs au bien, passage. c'est Hein. Le Blu-ray espagnol, je vous invite si vous voulez voir Kickboxer 4 dans de bonnes conditions. C'est ce que Arthur Corras, pour ceux qui nous écoutent en podcast, me montrait les DVD et les Blu-ray des films. Blu-ray de très très bonne facture avec un J'avais le 2, bon mais master. Tu vois, lapsus, Ouais. je n'ai pas voulu montrer le 2, tu vois. Ouais, non, ouais. Bon, bref. Et donc voilà, en fait, il va arriver incognito dans le tournoi organisé par Tong Po avec des lunettes de soleil, parce qu'il y a beaucoup de soleil sur Au l'île. Mexique. Au Mexique, il y a beaucoup de soleil, et donc en fait, il va devoir porter ses lunettes très très longtemps dans le film. Et je fais honneur d'ailleurs à Sacha Mitchell, puisque j'ai actuellement la même coupe que lui dans Kickboxer 4. Voilà. Respect. Super. C'est Voilà, c'était pour l'émission. Je me suis dit, il faut que j'aille me faire couper les cheveux. Et j'ai dit à la coiffeuse, je veux la même coupe que David Sloan. Voilà. Et est-ce que tu pousses des petits cris aussi quand tu donnes des coups? Pourquoi pas? Non, mais Non, par tu contre, fais pas ça. actuellement, je fais souvent comme ça. Devant un festin Ah oui. de convives. Ouais. Ah non, mais ça, Je comprends. c'est. Arthur, Ouais. Très important. Ah, vas-y, écoute, vas-y. vous Ouais, l'appelez vas-y. Cody. Vous Allez. dites on va l'appeler Cody, mais déjà non, parce que pour le coup, il est pas du tout dans son rôle de Cody de Non, Notre non, Belle non, Famille. non. Ouais. Oui. Parce que justement, ce qui a Taki. intéressé Pune pour faire cette suite, c'est qu'il voulait explorer, on va dire, la part sombre de Sacha Mitchell, qui en avait aussi un peu marre de faire l'idiot du village dans les films et dans les séries. Donc, en fait, il voulait explorer ça, et il voulait aussi proposer une certaine noirceur pour ce film d'arts martiaux, parce qu'en fait, il était un peu saoulé que ces dernières années, en fait, les films d'arts martiaux étaient un peu trop légers, un peu trop gentillés. Donc, en fait, bah, là, on peut pas dire l'inverse, hein, qu'on aime ou pas le film n'est pas gentillé du tout, puisque bah, déjà, ça propose un format de tournoi, finalement. C'est pas un type de film qui est très répandu au cinéma. Tu sais, souvent, on dit, ah ouais, les films de tournoi, puis on va te citer Bloodsport, Opération Dragon, on va commencer à se gratter la tête, on va dire Kickboxer, non, c'est pas un film de tournoi. Full Contact, non, c'est pas vraiment un film de tournoi. Bah, en fait, Kickboxer 4, c'en est un vrai, tu vois. Ouais, Avec bien tous sûr. les combattants avec des styles vraiment typés en plus. Là, il y a un vrai travail de casting comme on avait dans Bloodsport. C'est-à-dire que tu as vraiment des personnages avec des styles de combat et qui font pas tous du pied-point. Parce que souvent, les films d'arts martiaux, allez, c'est bon, tu fais style karaté, style boxe anglaise, style kickboxing, c'est bon, on a nos. Non, mais c'est le gros point fort du film. Ça fait partie des choses que j'ai revues à la hausse. Hein. Je me permets de rebondir là-dessus. Ça fait partie, le côté martial du film est cool. Ouais. Et je me permets de dire, souvent, tu sais, les gens disent alors, quand est-ce qu'on a vu les premières techniques en Occident, les techniques de soumission, grappling, jiu-jitsu brésilien, MMA, et on cite l'arme fatale. Sauf que l'arme fatale, le combat entre Gary Busey et Mel Gibson, donc effectivement, il fait un triangle. Hein, tu avais un Gracie qui était instructeur de combat sur ce film-là, donc de Richard Donner. Mais le triangle, il n'est pas correct parce que forcément, sur un non-initié, par un non-initié, si tu fais un triangle, tu strangules le mec, c'est un étranglement sanguin et respiratoire. Tu tiens pas 5 secondes, c'est insupportable, tu vois. Je vous invite, non, je vous invite pas à l'essayer de le faire chez soi parce que ça peut être très dangereux. Mais en tout cas, voilà, avec quelqu'un qui sait le faire, même un judoka ou quoi, vous essayez et vous verrez que c'est insupportable. Tu as l'impression que tu vas avoir des vaisseaux qui pètent dans tes yeux, c'est insupportable un triangle. Comme tout ce qui est soumission. Bah d'ailleurs, à partir du moment où le triangle est verrouillé. Avec un de tes bras ou avec tes bras, bref.
À partir du moment où le triangle est verrouillé, c'est Bah, t'as des généralement des ça. techniques, mais en l'occurrence, c'est pas Gary Busey qui allait te sortir une technique pour, soulager le triangle, tu vois? C'est ça. Donc le triangle n'est pas fermé, donc c'est pas une technique, correcte. Donc pour moi, en tout cas, le premier film qui propose des combats, typés MMA, c'est Kickboxer 4. J'en ai pas d'autres en tête, en tout cas, tu vois? Pour Mmh. moi, c'est le premier. Ouais. Et c'est le premier pourquoi? Parce que déjà, dans l'équipe, tu as enfin dans l'équipe, dans les chorégraphes, tu as des gens qui s'y connaissent en combat, dont, en combat MMA, dont Burton Richardson, qui venait, bah, vous allez tout de suite mettre un nom dessus, puisque c'est celui qui fait le petit salopard, typé latino là, Oui, avec son d'accord. kimono bleu qui OK. éclate la tête des gens par terre. Ah, c'est D'accord. lui! Tu OK, sais, OK. Seb? Avec sa fausse moustache et son C'est faux ce bouc. mec-là, exactement. Et Mmh. lui, en fait, il faisait du JJB. D'ailleurs, il côtoyait pendant un temps, pour ceux qui connaissent, il côtoyait BJ Penn de la grande époque, donc qui a été champion UFC, qui a eu des ceintures dans plusieurs catégories en MMA d'ailleurs. Et donc lui, en fait, il s'y connaissait en JJB. C'est lui qui est un des chorégraphes de combat du film. Et qu'est-ce que je veux dire? Tu as aussi en combattant, et qui ont dû sûrement apporter leur expertise, des frères Machado, qui sont les cousins de la famille Gracie côté maternel. Ouais. Donc OK. bien évidemment, experts en jiu-jitsu brésilien, on les reconnaît tout de suite dans le film, hein. C'est les mecs qui font des clés de bras à la volée, des étranglements Qui arrière, sont en etc. kimono, c'est ceux qui sont Ils en ont un kimono style d'ailleurs. vraiment, Ouais. exactement, Mmh. Regan et John Machado, qui ont eu une petite carrière dans le cinéma, quand il y avait des bastons, genre Piège à grande vitesse, tout ça, si je me souviens bien. Qu'on revoit aussi dans Heatseeker, dont on parlera Oui. dans une prochaine fois avec Jason. Mmh. Et donc, si tu veux, tout ce conglomérat de combattants, tu as aussi, c'est une première, dans le tournoi, c'est quand même ouvert aux femmes aussi, donc tu as 2 femmes dans le tournoi, tu Oui. vois? Ça, c'est original. Tu vois? Tu C'est une nouveauté. Mmh. as Mouse, donc qui était une combattante de kickboxing, c'est la blonde. La Ouais. petite. Bon, tu en as une autre qui fait pas long feu, qui justement, qui sert de défouloir au malade mental joué par, Burton Richardson, qui se fait éclater la tête par terre, c'est très sadique, hein, c'est vraiment du Pune, ça sent l'Italie, de l'exploitation, encore une fois. Tu as de la capoeira, tu as des systèmes de self-défense, tu as, le Muay D'ailleurs, Thai, je cette fois-ci, me pour la permets première de fois, David rebondir. Sloan. La capoeira, c'est l'acteur dans Only the Strong. Enfin, c'est le maître qui est dans Only the Strong qui a appris la capoeira à Marc Dacascos. Marc Dacascos, d'ailleurs, Exactement, c'est, Armin, il s'appelle dans qui a une dans le film. petite référence, puisqu'il y a un combattant de Kung Fu qui vient de la Dacascos Academy. Oui. On le voit dans son t-shirt, qui est, je pense, une référence. On a regardé un peu avec Jazz. A priori, ce serait une référence peut-être à l'école du père de Marc Dacascos qui enseignait le Kung Fu. Donc voilà. Mais c'est intéressant parce qu'il y a plein de petites choses en fait qu'on voit pas lors d'un premier visionnage. Et que c'est pour ça que moi j'ai revu un peu ce truc-là un peu à la hausse. Parce que je trouve que tout le côté martial est loin d'être inintéressant, à part le combat de fin. Mais je trouve que ne serait-ce que la scène dans le bar avec Sacha Mitchell, elle est intéressante. La scène qui se passe dans un parking, elle est vraiment intéressante aussi. Même si on sent qu'il a un peu progressé niveau martial. Il est plus Muay Thai que boxe américaine ou kickboxing dans ce film-là. Mais en tout cas, il y a des choses vraiment intéressantes. Après, ce film, c'est un film qui a plein de problèmes selon moi, malgré tout. Hein. Mais voilà, c'est juste pour rebondir sur ce truc-là, sur le côté des arts martiaux et du tournoi en tout cas. Ouais, il avait un entraîneur, à partir du Kickboxer 3, Sacha Mitchell, il a un entraîneur de Muay Thai qui s'appelle, Shuki Ron. Et il va l'entraîner en Muay Thai spécifiquement pour Kickboxer 3, Kickboxer 4 et Class of 2001, Ouais. donc Class of 99 partie 2. Ouais. Et quand tu vois ces films-là, c'est vrai qu'il a plus son style Muay Thai. Mais alors là, pour le coup, tu compares le 2 ou le 4, Rien à voir. il y a un Rien à gouffre, voir, ouais. tu vois? Là, tu te dis pas: «Ouais, j'y crois pas et tout». Non, ça fonctionne très bien. Oui. Et donc, voilà, je trouve que c'est une grosse force de ce Kickboxer 4, c'est déjà niveau combat. Tu t'envoies un film qui s'appelle Kickboxer 4, forcément, tu veux voir des combats. Et je trouve que ça fonctionne très bien, tu vois. Et après, il y a tout ce nihilisme, ce côté désespéré du cinéma de Pune qu'on retrouve dans Kickboxer 4. Tu as tous les personnages qui sont lessivés, qui traînent leur guêtre, qui ont l'air d'être, je sais pas, déçus de quelque chose. Même Tongpo, hein, puisqu'il n'a pas encore fait le deuil de sa femme. Sloan, tu commences, il est en tôle, il sait que sa femme, elle sert de Ouais. défouloir à son pire ennemi. Tu sais, c'est assez désespéré, désenchanté comme monde. Et en ça a vraiment la patte de Pune. Ah non, mais en fait, alors franchement, on va te rejoindre hein, sur ça. Hein. À la revoyure, honnêtement, tu mets Michel Kissy à la place de Kamel Krifa.
c'est un autre film. C'est-à-dire que oui, c'est beaucoup plus sombre. Oui, on a Sacha Mitchell qui essaie de casser son image de notre belle famille. On n'est pas loin en plus l'époque de licenciement de Sacha Mitchell de la série. On essaye il essaye d'être un peu de reprendre en fait ce qu'il avait été un peu dans Kickboxer 2, vraiment être dans vraiment être le plus sérieux possible et le plus humain, on va dire, tout en ayant une certaine animalité, puisque en fait là il doit sauver sa femme et vraiment abattre son ennemi. Le problème, c'est que Kamel Krifa, je ne sais pas ce qu'il fout. En fait, j'ai l'impression, honnêtement, hein, très honnêtement, j'ai l'impression qu'il n'a vu aucun kickboxer et qu'il arrive en disant c'est à mon tour d'être connu. C'est que ça Je peux pas soit en te. VF ou en VO, C'est une il est catastrophe. complètement. Mais Il a pété en la fait, plaque. je me dis c'est dommage qu'ils aient mis Tempo parce qu'en fait, ils auraient mis un autre méchant, ça serait passé mais crème. Et je pense que Ouais, c'est clair. même si Kickboxer 4 a une certaine voilà, a cartonné et autres en vidéo club, je pense que voilà, il y aurait eu quelque chose d'autre, et même pour Sacha Mitchell, ça aurait été une bonne porte de sortie. Alors que là, on reste un peu voilà, sur notre fin, et puis bon, sachant que Tompo ne meurt pas, il se casse un peu, et même la façon de se barrer, je me dis non, Tompo ne se barre pas comme ça. Il est lâche, mais pas. Voilà, là, il a carrément peur, quoi. Je me dis non, mais c'est pas possible. Ouais, c'est autre chose, c'est sûr. Moi, je peux pas trop te dire de choses sur Kamel Krifa, enfin, Ouais, comment est-ce qu'il a composé son personnage, parce que j'ai aucune information. ouais, bah non, oui. Peut-être qu'il en parle volontiers, hein, j'ai jamais essayé, d'ailleurs, ça pourrait être intéressant, parce que moi, pour le coup, j'aime vraiment ce film-là, que j'ai vu beaucoup quand j'étais Mm. ado, avec mes potes. Et c'est vrai que à l'époque, je me posais pas la question, tu vois, Tongpo, le mec devient trafiquant de drogue, Ouais. il maltraite des femmes. Tout le monde prend cher dans ce film-là, hein. Tu les femmes, Ouais, ouais. franchement, elles se font maltraiter. Ah oui, oui, oui. La fameuse Darcy, la nana, elle finit écorchée au niveau du ventre. C'est malsain, tu sais. Le mec, il est sans pitié, il viole la femme de De Sloane Sloan, plusieurs ouais. fois, il lui met des claques. Tu sais, le mec reste quand même dégueulasse. Sur le papier, encore Mais une c'est fois, je vrai suis que d'accord c'est. avec toi, hein, sur le papier, c'est super, mais encore une fois, l'interprétation rend le truc ridicule. Moi, c'est ça qui me sort un peu du film, parce qu'on va se le dire, il est pas très très bon dans le film, il est pas, je sais pas comment il est dirigé, je sais pas comment il compose comme DJ son rôle, mais clairement, il y a un souci dans le jeu, dans l'interprétation. Enfin, depuis quand Tongpo est capable de déblatérer des essais philosophiques enfin, à un moment donné, non, ça va pas, quoi. Ça va pas. Ouais, mais après, tu sais, bon, après, moi, j'étais pas sur le tournage, encore une fois. Ouais. Nous non plus. Mais après, quand tu es sur un tournage comme ça d'un film, non, mais tu sais, on extrapole Ouais, forcément, on est ouais, forcé bien Bien sûr. d'extrapoler sûr, si ouais. on veut parler de ce genre de choses. Et tu extrapoles, tu te dis, voilà, quand tu es sur une suite à très petit budget que personne vraiment n'attend, tu peux te dire que tout le monde s'est dit, allez les gars, cette fois-ci, c'est bon, on arrête. Ton pot, on l'a vu 2 fois d'une certaine manière, on va essayer autre chose. Ouais, bien sûr. Après, tu as l'acteur qui propose quelque chose, ça plaît sur le moment, peut-être qu'ils se sont dit, bon, on a été trop loin dans les tours, trop haut dans les tours à ce niveau-là, mais sur le moment, ils se disent, ouais, vas-y, fais-nous autre chose, un Tongpo qui aime la musique, qui essaie d'apprendre à parler. Bon, ça marche pas, mais en tout cas, je peux comprendre initialement l'idée de Ouais, faire autre l'intention. chose, tu vois. Ok. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais en plus, il y a combien de jours de tournage sur Kickboxer 4? Alors, Pune, selon ce qu'il me disait sur Facebook, c'était parfois, il me disait 6 jours, parfois 5 jours, et apparemment, il y a certains techniciens qui parlent de 3 jours, tu vois. Ah, c'est chaud. Et Voilà. c'est là que D'où quand on voit tout ça, on sait tout ça, on se dit ah, il se démerde plutôt pas mal pour nous fournir un Kickboxer 4 s'il a tourné en 6 jours, quoi. Non, mais je te le dis clairement, moi, tu vois, par exemple, on parlait modestement, attention, hein, de mon Ouais, deuxième court métrage, moi, je l'ai fait en 4 jours, il fait 18 ouais, minutes. Je peux te ouais. dire qu'on n'est pas du tout du niveau de Pune, justement, parce qu'on a bavé, et les 18 minutes, je peux dire qu'elles se rendent pas en claquant des doigts. Ah Nous, bah il y avait non, de la non, baston ouais. dessus, etc., comme Pune. Et nous, c'était en huis clos, c'est même pas de la cavalcade, etc., comme il fait dans ses films. Mais franchement, j'ai jamais compris, honnêtement, hein, et j'ai jamais été Ouais, sur un tournage de fiction où j'ai pu me dire, ah, ça se rapproche de la façon de travailler de Pune. Si peut-être, dans un registre différent, j'étais sur Yannick de Quentin Dupieux, qui l'a ouais. fait en 5 jours,
Et lui, c'est des moyens métrages, un peu comme ce que faisait Pune, c'est-à-dire que c'est des films qui font 65 minutes, 70 minutes, ensuite tu as un long générique. Ok, effectivement, mais chez Quentin Dupieux, t'as pas de mec en torche humaine, des combats de kickboxing. Et, tu vois, c'est un truc de malade, franchement. Pour ça, Pune, il aura toujours mon respect. Bon, déjà, de son vivant, il n'en aurait pas grand-chose à faire. Mais je veux dire, moi, je peux que respecter ça, tu vois. Ça s'entend. Bien sûr. Non, c'est sûr. À mon niveau de réalisateur en herbe, de fiction, je ne peux que respecter ça. Moi, ça me met une claque à chaque fois, tu vois, quand on a commencé à préparer le podcast, donc j'ai voulu revoir des films. Et tu sais, au début, c'est pas, encore une fois, pour rester dans un peu la science-fiction, action, c'est pas du James Cameron. C'est-à-dire, quand tu t'envoies un Pune, moi j'ai commencé par Nemesis, il faut rentrer dans le truc, tu vois. Et après, qui est pas simple. et je re-rentre et je me dis, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et c'est un mec qui était très en avance sur la façon de tourner les films. Alors lui, il était dans l'extrême, tu vois. C'est-à-dire que c'était vraiment très ramassé les jours de tournage, très petit budget, avec des stars sur le retour, ou des stars, bon, c'était pas à l'époque les plus grandes stars, mais en tout cas, c'est des gens que tu repérais, que tu reconnaissais, identifiés dans les vidéoclubs. Et en fait, ça, si tu veux, de nos jours, c'est très actuel, c'est très répandu. C'est-à-dire que maintenant, les jours de tournage de films d'action, pas les gros budgets, mais c'est souvent 20 jours. C'est tourné en multicaméra, ce que faisait Pune. Et tu as toujours 2 ou 3 blazes que tu reconnais pour avoir envie de voir, tu vois. Et c'est des budgets restreints. Le mec, il avait 25 ans d'avance, tu vois. Mais t'as raison, parce que clairement, on a eu la chance de recevoir Guillaume Pierret qui nous a expliqué un petit peu le nombre de tournages, le jour de tournage qu'il avait fait pour faire les balles perdues. On s'approche de ça, hein. C'est une vingtaine de jours de tournage, je crois, hein, de mémoire. Donc ça cherche à optimiser tout ce qu'ils ont sous la main pour pouvoir avancer. Et c'est vrai que pour ça, on peut lui reconnaître que ça. Et c'est ce qui fait aussi que, en revoyant en fait les films d'Albert Pune, en ayant ce postulat de ce que tu nous as expliqué, d'être un peu plus vigilant sur 2-3 choses et compagnie, et puis de pas d'être dans une autre attente aussi de ce que le film va me proposer. Bah il y a des choses, je te dis, que j'ai revues à la hausse, tu vois. Cyborg, je le revois à la hausse. Kickboxer 2, bon, je l'aimais déjà, donc c'était pas compliqué. Mais Kickboxer 4, il y a certaines choses dedans où j'ai dit, tiens, ouais, c'est vrai que ça c'est intéressant, ouais, c'est vrai que c'est pas si mal, en te concentrant sur le film et en regardant vraiment en te focalisant sur certaines choses en particulier. Voilà. Après, j'en démordrai pas. Il y a des choses, il y a des ratés, hein, forcément, quand tu tournes vite. Tu parlais justement de l'actrice Darcy qui meurt écorché vif. Bon, bah, sauf que quand elle est soi-disant morte, on la voit respirer et puis on voit les yeux bouger. Donc tu te dis, bon, ils ont oublié de lui dire d'arrêter de bouger dans le film à ce moment-là où elle est censée être morte, tu vois. Donc il y a des petits trucs qui collent pas, tu vois. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'ils ont pas le temps. Mais oui, c'est ce que je te dis. Ils ont pas le temps. Ils doivent enquiller les mecs. C'est ce que je te dis, c'est ça. Ils doivent enquiller. En fait, ça se rapproche quand tu es sur un tournage de téléfilm. Tu vois, sur un tournage de téléfilm, tu n'as pas ce côté, tu peux pas prendre autant de temps que tu veux. Il faut enquiller. Ça veut dire que si sur un plan, tu es en extérieur, il pleuvait un peu, on va pas attendre qu'il pleuve plus. Tu dois enchaîner. Tu enchaînes, tu te démerdes. Tant pis, les gens vont focaliser tu dois focaliser le regard des gens sur autre chose dans le plan, etc. C'est des techniques. Tu vois, entre la télé et le cinéma, il faut savoir que Pune, il faisait pas partie d'Hollywood. Il a jamais voulu en faire partie. Il était pas pris au sein d'Hollywood, puisque quand son premier film, L'Épée sauvage, a cartonné, en fait, t'as des agents, tout le monde lui est tombé dessus, parce que ce film-là, ça a été un des plus gros succès de l'époque. Les gens, ils ont rien compris, tu vois. L'Heroic Fantasy, il n'y en avait pas. Il y avait eu Excalibur. Ensuite, tu as eu Conan le Barbare, et tu as eu L'Épée sauvage. Le mec, on ne le connaît pas, le film cartonne, tout le monde veut le signer au studio, tu vois. Sauf que Pune, il ne voulait pas, parce que quand il questionnait les gens, il comprenait qu'il n'aurait pas ses coups des franches, il n'aurait pas les acteurs qu'il aime, les techniciens qu'il aime, et il a refusé des projets quand même. Il a refusé Total Recall, hein, Albert Pune. On lui a proposé Total Recall, on lui a proposé le remake de The Killer par Tristar, tu vois. Le Killer de John Woo, tu vois. Donc c'était pas, faut bien avoir ça en tête, c'est-à-dire qu'il a choisi sa destinée, et sa destinée, c'était de préférer 1000 fois faire un Kickboxer 4 que de faire un Total Recall avec des mecs qui lui pètent les pieds en lui disant non, c'est ça qu'il doit faire, et tu la fermes parce que, tu vois. Donc en fait, il a sa personnalité, et lui, il s'en tamponne complètement, tu vois. Il s'est fait tout seul. Il disait d'ailleurs qu'il pouvait pas échanger avec des collègues réalisateurs parce que les mecs, ils le calculaient pas. Donc en fait, il avait pas de retour, d'expérience. Toi, tu fais comme ça, moi, je fais comme ça. Et c'est pour ça que tu as la même famille, les mêmes chefs-op, deux mêmes chefs-op, le même monteur, Ken Morisset, la même assistante réalisatrice, les mêmes producteurs, les mêmes acteurs, parce qu'en fait, tout ça, c'est des gens qui se connaissaient, en fait. C'était leur petite famille d'Hollywood à eux, tu vois. Et tu rajoutes à tout ça, à chaque fois, une tête d'affiche différente.
notamment, je pense à Blast, où on retrouve du Ruck Tower, on retrouve Vincent Klein, mais on a une tête d'affiche, Linden Ashby, qui sort du tournage, qui a été propulsé par Mortal Kombat. Mortal Kombat. Tout à fait. Et Voilà. ouais, c'est ça. Tu vois, quand même, moi j'aime beaucoup le Mortal Kombat. Bah, nous Mortal aussi, Kombat est on adore. On génial. adore. Moi j'aime beaucoup. Ah oui, génial. Voilà, c'est encore, ça c'est vraiment, tu vois, ça c'est un des films qui prouve que dans les années 90, c'est pas vrai. Quand les gens disent ouais, le cinéma de genre dans les années 90, c'était pas terrible et tout, c'est pas vrai. T'as eu plein de choses, plein de t'as eu choses les bien. Mortal Kombat, The Crow, Dark City, les X-Files, tout ça. Darkman et tout ça, ouais. Darkman, t'as eu plein de bonnes choses dans les années 90. Bah ouais, on va conclure l'émission. Je note juste son premier film, donc c'est L'Épée Sauvage, c'est ça? C'est ça. Et c'était avec ce dont je parlais avec Olivier Gruner et Kevin Sorbo, c'était la suite. C'est Thales of ça. an Ancient Empire. Désolé Empire. pour voilà, mon accent anglais très mitigé. Mais voilà, et je ne l'ai pas vu ce film-là, et je l'avais vu en DVD, et je ne l'ai pas pris parce qu'il y avait Kevin Sorbo, et je trouve que c'est pas un super acteur. Mais il y a pas longtemps, j'ai regardé que c'était la suite, et je me suis dit, ah, bon, bah, faudra peut-être que je regarde un jour cet Albert Pune. Ouais, mais Pour voir, honnêtement, je te redis, hein, ouais. passé Explosion Ouais. imminente, moi j'ai du mal. Bah, Tu Explosion vois, imminente, voilà. c'est son, pour moi, c'est, enfin, il est ce qu'il est comme film, mais je pense que il pouvait pas faire plus. Voilà, il a eu le casting qu'il souhaitait. Il y avait Steven Seagal qui était encore un peu dans le top. Tom Sizemore, Toby Hooper, Dennis Hopper, pardon. Et voilà, Mm. c'était pour lui, voilà. Et puis il avait conclu sa saga Nemesis. Enfin voilà, je trouve que il aurait pu prendre sa retraite à Explosion imminente, ça aurait été parfait, quoi. Ça aurait été une belle porte de sortie aussi. Ouais, ouais, après, bah, tu sais, c'est comme, moi, tu sais, comme je travaille dans le milieu des sports de combat, il y Ouais, a souvent des ponts que tu fais inconsciemment ou ouais, consciemment, comme je le fais là, entre les deux. C'est-à-dire que tu peux pas, c'est les réalisateurs, les acteurs, tu vois, mais je prends souvent les réalisateurs parce que les réalisateurs, ils font rarement leurs meilleurs films mmh. passer leurs 60 ans, par exemple, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais, Donc tu pourrais leur dire: «Brian De Palma, pourquoi tu continues à faire des films? Arrête, ouais. arrête, attends». Dario Argento, Ouais, pareil. ouais, mais sauf que les mecs, c'est leur vie, tu vois? Oui, Ils ah oui, oui. s'expriment à travers ça, tu vois? C'est comme un combattant, de sport de combat, tu peux pas lui dire: «Écoute, tu sais, passé 35 ans, il y a des risques que tu fasses des moins bonnes performances, arrête». Ouais, mais Ouais. sauf qu'il le fait pas juste pour, te faire plaisir. Je parle pas à toi, hein. Je Ah parle en non, non, général, mais tu vois? Il a besoin de ça, il y a un moteur en lui, il y a ce besoin de s'exprimer de cette manière-là et ça tu peux pas enlever la clé du contact comme ça existe pas, tu vois? Donc Pune, en fait, bah, c'était sa vie, en fait, d'ailleurs, hein, on y reviendra, je pense, plus quand on parlera oui, de sa carrière la prochaine fois, tout à mais fait. c'était quelqu'un qui se tuait littéralement au travail, tu vois? Parce Ah qu'on ouais, ouais. parle de: «Ah, budget restreint, 5 jours de tournage», mais le gars, il se ruinait la santé et Ouais. il l'a payé très cher, Ah très, oui, il très, l'a très payé, cher. ouais, ouais, bah, totalement, totalement, ouais, Voilà. oui, 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 de toute façon, on peut pas tenir avec son rythme de tournage, le stress aussi que ça pouvait apporter, puisque voilà, il y avait quand même un budget, même si c'était petit, il y avait quand même un budget, il fallait que ça soit rentable, donc et puis il avait Mmh. aussi le fait de prendre parfois une star dans ses films, il y a aussi ce côté, l'ego aussi à gérer. Même Mmh. si bon, par exemple, s'il prend un Christophe Lambert, ça allait, mais bon, quand tu commences à avoir du, Ice-T, quand tu commences à avoir, Steven comment dire? Seagal. Steven Seagal, bah, c'est compliqué Ouais. quoi à Mais gérer, hein. tu vois honnêtement, il y a toujours eu d'excellents retours sur Pune, Ouais, sauf, de la part de Van Damme par rapport à ce tournage de Cyborg et la ouais, crucifixion, ouais, parce que ouais, non Van mais Damme, ouais, il en souffrait, tu vois? ouais. Donc on peut comprendre Van Damme, mais sinon honnêtement, même Steven Seagal, il disait, voilà, que ça s'était extrêmement bien passé et qu'il le trouvait, vraiment très aimable, tu vois? Donc, Ah tu ouais, ouais, ouais. vois, c'est amusant, tu vois? Tu te dis, Seagal, qui est connu pour être assez dur sur ses tournages, bah, non, en fait, il a été très sympa avec Pune, ça s'est très bien passé. Alors après, effectivement, c'était pas un tournage de 2 mois et demi, Non, non. mais tu vois, tu pourrais te dire justement le mec s'en tamponne et voilà, il fasse les choses par-dessus la jambe. Après Explosion imminente, c'est quand même ouais, c'est un film très à part dans la carrière de Pune parce que c'est pas du tout maîtrisé, c'est une créature de Frankenstein, hein, ce film-là. Il a Oui, été bricolé avec d'autres films.
Le budget a été coupé. Le début, en fait, c'est issu de plein de films de chez Nu Image, tu vois. Ouais, Donc, ouais, ouais, bien sûr. les hélicoptères, tout ça, il y en avait absolument pas. Voilà, c'est pas Pune qui a filmé tout ça, si tu veux. Les scènes de baston sont très mal montées, c'est mal découpé, tout le monde est filmé en gros plan pour bien qu'on montre pas que l'autre acteur n'est pas dans la même pièce. C'est laborieux, mais c'est une expérience intéressante si, bien sûr, tu es dans le trip Albert Pune. Ouais, bien sûr. Si par exemple, tu es dans ton trip, je vais regarder Piège à grande vitesse, je vais regarder Terminé, ensuite je regarde Explosion imminente, ça va dissonner salement, tu vois. Ah non, mais c'est sûr, c'est sûr. Ouais, je suis d'accord. Toujours pareil. Bon, et ben écoute, mon cher Arthur, bah nous on va se retrouver bientôt hein, pour parler de la carrière de Albert Pune et puis bah, parler un peu des 3 films dont on a choisi, qu'on a choisi. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, sur les réseaux sociaux, Facebook, j'aime bien pouvoir parler un peu plus, en un peu plus de mots que sur ce qui est Twitter, par exemple. Ouais. Donc Facebook, Arthur Corras, Instagram, Arthur Corras, et j'ai une chaîne YouTube, mais c'est pas une chaîne. Moi, je suis un peu vieux jeu. Ma chaîne YouTube, je l'ai ouverte au début de YouTube, c'est-à-dire qu'il y a un peu de tout, t'as un peu d'interviews de cinéma, un peu de bonus, un peu de combats que j'ai filmés, de documentaires sur le MMA, donc faut faire le tri, quoi. Ouais, ouais, ok, bah écoute, on mettra de toute façon le lien de tes réseaux dans le podcast. Donc comme ça. Merci. Et puis encore merci. Merci, Non, merci à toi, voilà. merci à toi pour Et l'invitation, ça m'a fait très plaisir. C'est pas souvent que je peux parler de Pune, en public, tu vois? Entre guillemets, donc très et bah, sympa. écoute, juste comme ça, comme je t'ai dit, au début du podcast, je t'ai découvert avec le coffret ESC de Cyborg et c'était la première fois que quelqu'un, ouais, magnifique. C'est la première fois que quelqu'un parlait le même langage que moi sur Albert Pune et je me disais: «Ah bah, je suis pas le seul à apprécier le bonhomme». Donc voilà, On merci. est 2, On est 2. Yes! Jason. Force à nous. Ouais. Bon, mais en tout cas, les gens, vous pouvez retrouver le podcast un peu partout sur YouTube, mais aussi en podcast, hein, sur toutes les plateformes podcastiques. N'oubliez pas, mettez des commentaires, 5 étoiles pour qu'on soit référencé et activez la petite cloche sur YouTube afin d'être au courant de toutes nos actualités. Et puis, on se retrouve prochainement pour un nouveau Hacking dans ton podcast. Allez, ciao! Salut à tous.